Merci d'être au rendez-vous. Nous sommes le 6 juillet 2017. Comme il fallait bien s'y attendre à l'occasion de la cérémonie de la triple signature de convention hier autour du ministre en charge de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Beaucoup de flonflons et beaucoup de déclarations d'intention pour se féliciter, voire se gargariser de cet autre prêt, accord de prêt de quelques 30 milliards de francs CFA vis-à-vis d'une nouvelle banque, une banque occidentale, la Deutsche Bank de l'Espagne, c'est comme ça que ça s'appelle, pour accroître la production en énergie électrique. On parle d'un montant qui sera beaucoup plus affecté à la Sonatrel. Alors la Sonatrel, c'est quoi? C'est cette autre entreprise qu'on est allé chercher pour coller à Eneo et à bien d'autres structures de la place qui travaillent à nous mettre de l'électricité. Le transport de l'électricité, on dit qu'il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour que tout le monde puisse en bénéficier, sauf que, résultat des courses, il y a très peu de résultats. Il y a beaucoup plus d'obscurité aujourd'hui. Donc, ce nouvel accord est destiné à ramener de la lumière dans la région du centre essentiellement, d'où les félicitations qu'ils se sont eux-mêmes attribuées, Basile Atanganakuna, Louis-Paul Motazé et le directeur général de la Sonatrel. Mais pour nous mener où à un nouvel endettement? Merci d'être là pour cette autre édition, le Zénith, avec tout le panel. Bienvenue, bonjour à vous, Charles Armel Mbachou. Bonjour Sam Severango, bonjour au ministre Jean-Claude Boinchou, bonjour au délégué de la communauté urbaine de Douala, Fris Tonin Tonin. Je demande qu'on limoge dans les régisseurs des marchés et celui qui s'occupe de la brigade du désordre urbain et tout cela. Ils ne foutent rien. Les marchés sont toujours agglutinés, pleins avec des embouteillages. Chassez-le, virez-le. Il ne fait rien là-bas, celui qui s'occupe de la brigade. Bonjour. Très bien, le message est passé. Bonjour à vous, Megui. Bonjour Sam Severango et bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. Et un bonjour spécial justement à ces vendeurs dans nos marchés justement que j'interpelle et que j'appelle à un peu plus de civisme quand même. Éviter d'investir les chaussées et empêcher des voitures de circuler. Voilà. À propos de marché, il y en a un à l'entrée est de la ville de Douala qui fait beaucoup parler de lui, le fameux complexe commercial qui n'a pas pu être inauguré le 30 juin dernier de la part des autorités. Alors, on parle d'une véritable affaire scabreuse, bien compliquée autour, mais parlant de ces commerçants qui ne respectent pas l'ordre. Il y en a donc autour de ce marché de Ndokpasi 3 à l'entrée. Ils sont au bord de la route qui doit être chargé de les discipliner. La question, peut-être, je vous la poserai plus tard à Mbombok Bengal. Bonjour. Bonjour Sam, moi je salue Monseigneur Cléda et toute la conférence épiscopale. Cette conférence est attendue aujourd'hui à Yaoundé, où, dit-on, l'administration judiciaire lui a remis le cadavre ou alors la dépouille de Monseigneur sans avoir levé la garde à la prison, je veux dire à l'hôpital central de Yaoundé, où les policiers y sont toujours. On attend la réaction de l'Église catholique. Très bien, la suite de l'affaire, on ne peut rien à attendre. Voici le début de ce programme avec l'entrée en scène de Tendance qui nous déclenche son histoire et puis après interviendra la colère. Restez avec nous. Bienvenue, bonjour Tendance. Bonjour Sam Severango, je vais encore dire bonjour aux gens qui gâtent leur deuil avant de mourir. J'ai mon pote qui a gâté son deuil. Hey, bon, ça a cuit. J'ai dit que je suis resté hier comme ça, moi j'ai wandé, j'ai dit que non, il y a des choses qui se passent ici dehors. Mon pote est mort, ça fait quelques jours, sauf que sa famille est déjà divisée en deux. Étant malade, Megui, Oui. tombe bien tes tympans. Rodrigue repose en paix, paix à ton âme. Étant malade, il a convoqué sa famille, ses oncles, ses tantes, ses nièces à l'hôpital. On croyait qu'il devait dire que non. Je voulais vous montrer où j'ai mis mon testament, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Le gars a dit à sa mère, son père, ses petites soeurs, devant toute la famille dont j'ai cité le nom en bon français, que si je meurs, prenez-moi à Papa Emma. Papa Emma, comme ça, c'est son oncle, c'est son tuteur. Parce que quand tu arrives où Rodrigue a construit, voici la maison de Papa Emma, voici la maison de Rodrigue. Donc à l'époque, Papa Emma avait acheté le terrain, il a vendu un côté à Rodrigue, donc il a pris comme son fils. On ne sait pas si c'est la maladie qui l'a rendu un peu zing-zing ou c'est comment. Parce qu'il a convoqué la famille, quelques jours plus tard, il est décédé. Sauf que hier, je suis arrivé au deuil. Je passe chez Papa Emma pour dire que ouais, j'ai appris que telle chose s'est passée. Les gens m'ont consolé que maman, laisse ça arrive, c'est les choses de la terre. Quand je monte donc chez le défunt, mon ami,
C'est sa soeur qui me dit, va rester chez Papa Emma. Tu ne sais pas que c'est lui qui a tué mon frère. C'est où j'ai mené mes enquêtes. On me dit que non, il a convoqué les gens. Il a dit que si on le prend à Papa Emma, donc la famille est divisée. C'est un dé que si tu pars, tu t'arrêtes d'abord chez le défunt. Ne pas chez Papa Emma. Donc la femme de Papa Emma dit que donc, elle a dit, la femme de Papa Emma a dit à sa belle-sœur que donc vous accusez mon mari. Hein. Les enfants de Papa Emma disent que donc, comme vous avez accusé mon mari, la famille est divisée. Et même les enfants du défunt, donc le deuil est divisé, Megui. Quand tu arrives, arrête-toi chez le défunt. Comme tu t'arrêtes chez le défunt, ne pars plus chez l'oncle. Parce que si tu pars chez l'oncle, quand tu vas arriver chez le défunt, on va te chasser d'aller chez l'oncle. Donc je suis là, pardon, chers téléspectateurs. Je vous en prie, donnez le conseil à cette famille. Est-ce qu'on doit se comporter comme ça quand il y a deuil? Donc le deuil est en suspension. En bon français, donc on a suspendu le deuil. Tu arrives, on ne pleure même pas. Ou ça se passe même comment? Moi-même, je suis dépassé. Très bien. Ce sont des histoires qui arrivent tout le temps donc, dans nos contrées. Vous avez bien saisi la problématique au centre de cette histoire, Charles Armel. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est vrai que nous sommes en Afrique, Sam Sévérin, et que l'Afrique porte généralement à cela. A-t-il pensé un seul instant que ces paroles pouvaient avoir une telle incidence? Je ne le crois pas. L'a-t-il fait sciemment dans le sens de pouvoir régler un compte avec ce monsieur-là? Je ne sais pas. Là est toute la question. Aujourd'hui, les paroles, on dit qu'il faut respecter les dernières paroles d'un mot, il faut respecter les dernières paroles. Et les enfants, eux, vont savoir que c'est leur père. Leur père ne peut pas mentir, ne peut pas se tromper en disant que c'est telle personne qui est responsable de ma misère. Donc j'estime que c'est véritablement difficile. Mais il y a des voies qu'on utilise généralement sur le plan traditionnel. On appelle le kadi, le moment de la vérité. Ouais. Chez les mafias, c'est la tortue. À l'ouest, c'est un breuvage qu'on prend. On fait asseoir, dans d'autres endroits, c'est le maïs qu'on met. On fait asseoir tous les membres de la famille. On dit, bon voilà, vous nous accusez. Si c'est moi qui suis responsable de cela, eh bien que tout m'attrape. On dépose la tortue, si la tortue va vers l'individu, c'est que c'est lui qui est le responsable. Et si c'est le breuvage, il envoie, il va chercher pendant longtemps le gobelet, il ne trouvera pas où la corde, il ne trouvera pas pour pouvoir boire. Ça fonctionne toujours comme ça? Ça fonctionne toujours comme ça. Ça, il faut le préciser. Dans ce type de situation, on fait intervenir l'instance traditionnelle la plus haute qui va donc donner la procédure qu'il faudra suivre pour savoir véritablement si l'incriminé est coupable ou non. Est-ce que ça ne dépend pas finalement donc de chaque aire géographique, mais est-ce que dans le Grand BAM, c'est le même type d'attitude qu'on a de ce côté? Ben écoute, Sam, je crois que ça dépend de chaque contrée. Effectivement, chaque contrée qui a ses coutumes, ses us, ses coutumes. Mais je veux dire que dans le BAM, oui, on a ce genre de pratique. Chez nous, les Banen, on parle de boucanier. On parle de boucanier où, voilà, on peut soupçonner la mort d'une tierce personne d'être pas naturelle, d'être on peut l'attribuer à quelqu'un et généralement on passe une information publique où on dit, voilà, celui qui se reconnaît être à l'origine de la mort de tel, quand il y a des soupçons, qu'il est prié de venir se dénoncer avant que des rites soient faits pour punir justement les coupables. Donc, s'il ne vient pas se dénoncer, il y a justement un rite qui est fait et ça a des conséquences généralement très graves sur les coupables et même les générations qui les suivent. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire du jour de tendance, je crois que ici, ça pose un réel problème sur la place qu'ont les superstitions dans la culture africaine. Alors, il suffit que quelqu'un fasse un rêve et que avant de mourir, il dit j'ai fait un rêve où j'ai vu mon oncle qui m'a dit, voilà, qui m'a dit telle chose dans mon rêve. Donc sur la base de cette information-là, de ce rêve-là, il estime que s'il décède demain, on doit aller s'enquérir de sa mort à tel oncle et tout. Moi, je trouve que c'est un peu, je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est un peu léger quand même, qu'on pourrisse ainsi la vie de quelqu'un sur la base d'un songe. Aujourd'hui, tout le monde fait des songes. On peut voir n'importe qui dans son songe. Ouais. Généralement, on nous dit que oui, quand tu rêves d'une fête, ça veut dire qu'il y aura plutôt un malheur. Quand tu rêves d'un malheur, ça veut dire que ce sera plutôt un événement heureux qui va se produire. Quand tu vois un chien, ça veut dire... Il y a plusieurs interprétations qui sont faites des rêves. Mais alors, voilà une famille qui est aujourd'hui brisée du fait que quelqu'un qui décède dise
que, voilà, si je meurs aujourd'hui, allez demander à tel. Mais il aurait dû donner des éléments concrets, des éléments palpables, que bon, peut-être lui, il pourrait m'en vouloir. En l'absence de ces éléments, donc la famille qui reste n'aurait pas dû aussi accorder du crédit à cela. Ce sera difficile quand on sait que déjà chez nous en Afrique, il n'y a pas de mort naturelle. Quand quelqu'un décède, si ce n'est pas, et même quand c'est des suites d'un accident qui peut être dû à l'imprudence des usagers de la route, on trouve toujours que non, l'accident provient sûrement de quelque chose, de quelqu'un qui est au village. Donc, là, voilà, vous avez donc tout dit là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je peux conseiller à cette personne qui ne peut pas se sentir coupable, par exemple, de porter plainte. En réalité, parce qu'il faut quand même aussi qu'on commence à sortir de ces Charles Amel a parlé de ces coutumes-là qui voudraient que oui, on le cadie et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est des sciences exactes c'est pour ça que je lui ai demandé la scientologie. Le fait que la tortue vienne vers toi, on a eu des cas où il y a eu des faux jugements comme ça aussi. Voilà, donc première question, donc justement pour vous, Bob, quand il y a ce type d'opération qui consiste à peut-être trouver le vrai coupable, quel est le degré de crédibilité qu'on peut accorder Le degré de crédibilité à la mécanique ici dépend de l'environnement au sein duquel on se trouve. Nous sommes en Afrique. Si on n'accorde pas de crédit à nos songes, à nos rites traditionnels, c'est qu'on est foutu. Voilà. Bon, je peux vous retourner la question. A-t-on assassiné Monseigneur Bala? Quand on le recherche, on a dit les traditionnalistes peuvent nous aider. Pourquoi donc? Et d'un autre côté, on vous dit, non, c'est des sorciers, c'est le maraboutage, c'est même condamné par le code pénal. Non, soyons sérieux, Sam. Dans ce genre de truc, effectivement, l'homme, il ne savait peut-être pas qu'il allait mourir demain. Ou peut-être même qu'il avait raison. Maintenant, ça pose un problème au niveau de la famille. C'est la famille incriminée qui doit chercher à se laver de cette affaire-là. Il a deux possibilités et surtout écarter la justice. Deux possibilités. La première, c'est de venir de manière humble à celui qui organise le deuil, notamment à ses enfants et à la veuve, de lui dire que non, mon frère a dit si, mais vraiment, je ne me reconnais pas. Ce n'est pas vrai. Maintenant, pour matérialiser ça, c'est la deuxième phase, de dire, si vous avez quelqu'un qui peut faire un rite, qui pourrait me laver parce que moi je suis innocent, je n'ai pas participé au décès de mon frère, vraiment amenez-le. Si vous n'en avez pas, moi je peux vous donner des rites. Voilà comment on va rétablir la vie communautaire. Par exemple, parlant de rite de veuvage, ça varie d'une région à une autre, d'une contrée à une autre. Et je ne sais pas si, puisqu'on est en Afrique, vous l'avez dit, Mbombok, si on n'en tient pas compte, c'est qu'on est vraiment foutu. Ça veut dire qu'on doit nécessairement passer par ces rites-là lorsque la mort survient, pour ceux qui restent. Qui sont tronqués, il faut le dire. Non, mais de la même façon que la justice elle-même est tronquée, parce qu'aujourd'hui, c'est pas nous. Lisez juste la presse, vous allez vous rendre compte, les faux jugements qui sont donnés, la lenteur, non. De tous les côtés, ça marche. Ça veut dire qu'il y a le faux partout, précisons-le comme ça. Mais voilà. Toujours est-il... C'est bien que non, je dis c'est bien que nous le disons, parce qu'on sait qu'il y a certains notables qui se sont retrouvés à poser certains actes qui allaient dans l'encontre. Mais lorsqu'ils ont été attrapés, parce que ça ne met pas long, contrairement à une justice qui peut mettre en 4 ans, là ça ne met pas long. Dans les jours qui suivent ou les mois qui suivent, on va détecter et méfiez-vous, la sanction est lourde. Alors, comme c'est vrai, oui. Je veux dire parfois, j'ajoute juste à ce que le Mbombok a dit, qu'à des moments, on ouvre le cercueil. C'est devant le cercueil qu'il se place et il parle devant le cercueil en disant « Celui qui a tué ne vient pas voir le corps. » Il va se placer devant le cercueil, il va parler. Parfois, on oblige même qu'il touche de sa main le corps pour pouvoir parler. Il va parler en disant « Je ne connais rien sur ta mort, toi qui parles, tu parles. » Dans notre zone, c'est les herbes, il y a les herbes là qu'on attache. On dit celui qui a vu 3 jours, celui qui a entendu 6 jours, celui qui a vu et entendu, peut-être 9 jours, celui qui a vu, entendu et participé. Donc, il y a tout cela, il y a tout un mécanisme. Et là, ça fait quoi? 3 jours de vie qui lui reste à vivre. Ah bon? 3 jours qui lui reste à vivre. Absolument. 3 jours qui lui reste à vivre, celui qui a entendu. Même si c'est moi qui attache, chacun vient à la tâche, même si c'est moi qui l'a fait, je n'ai pas 3 jours, je meurs. Si j'ai entendu sans toutefois avertir, 6 jours. Si j'ai vu, entendu, sans prévenir, 9 jours. Si j'ai vu, entendu et participé. Merci beaucoup. Quand le défunt dit qu'il a fait un rêve, il a vu comment son oncle disait avance-toi, avance-toi, avance-toi. Pourquoi on doit croire aux choses comme ça?
Vous savez pas que parfois quand on est malade, maman on disjoncte. Quand tu es tellement malade que le cerveau, le médecin... Il n'y a pas de souci que son oncle aille donc poser la main pour dire qu'il n'en sait rien. Il en a même passé par comment... La naissance de Jésus a été annoncée comment? Par les songes. Par les songes. L'oncle C'est Jean-Baptiste. Et là, on voit. L'oncle on appelait Joseph qui était en Égypte pour venir interpréter les songes. L'oncle va me positionner pour aller où il y a le deuil. Parce qu'à l'heure, c'est même le chef de famille qui veut parler, on dit que papa, pour le moment, laisse d'abord qu'on respire. Parce que la mort de notre frère, si nous traumatise, les enfants aussi sont de leur côté avec la tension. Les enfants de l'oncle qu'on a pris avec la tension. On a pris un peu plus de temps dans cette histoire. On va évoluer à présent avec la colère. Aujourd'hui, on est dans le domaine de l'agriculture relevant du cacao au Cameroun, plus exactement. Ces longues années, qu'est-ce que cela a bien pu nous rapporter? C'est l'objet de la colère de ce jour. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion de la production cacaoyère au Cameroun. Oui, depuis 50 ans, on produit le cacao. C'est bien. Ça profite aux autres. Mais que gagne le producteur de cacao? Que gagne l'agriculteur dans son champ? Je m'interroge. Comment comprendre le fait que la production du cacao au Cameroun soit le fait que de petits producteurs sur des petites surfaces du genre 2 hectares maximum? Configuration qui ne permet pas des investissements massifs dans le domaine et contraint dont les paysans sans ressources à être attirés par la part du gain. Comment comprendre que la plupart des cultivateurs de cacao dans ce pays ne touchent qu'une part extrêmement faible des bénéfices de la production du chocolat? Comment comprendre que ces revenus ne leur permettent pas d'atteindre le seuil de pauvreté de 2 $ par personne et par jour? Comment comprendre que l'ensemble des cacaoculteurs de ce pays, à l'exception de Félix-Antoine Samba, vivent dans des conditions très précaires? Comment comprendre le fait que le quotidien des cacaoculteurs camerounais s'est gravement détérioré ces 20 dernières années? Comment comprendre le fait que l'État perçoit les impôts élevés dont il fait une utilisation opaque sans que cela n'inquiète le Parlement camerounais? Comment comprendre que le revenu des cultivateurs et cultivatrices de cacao soit très faible et aussi très incertain en raison des fluctuations de prix? Comment comprendre que la majeure partie de la main-d'œuvre dans les plantations de cacaoculture soit le plus souvent confiée aux enfants? Comment comprendre le fait que de la plantation de cacao à la récolte, en passant par la transformation des fruits, tout cela soit fait à la main? Comment comprendre le manque d'infrastructures tant décrié par les principaux acteurs comme problème majeur? Comment comprendre le fait que les impôts perçus sur les exportations de cacao ne profitent pratiquement pas aux régions qui le cultivent? Comment comprendre le fait que les villages principaux producteurs de cacao n'aient pas accès à un système d'eau potable, une alimentation en électricité, encore moins en nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et ne soient pas accessibles toute l'année par la route, et se retrouvent par conséquent isolés et privés de soins de santé, pourtant le lieu où on fait le cacao qui est vendu cher? Comment comprendre le fait que l'ensemble du personnel des plantations dispose rarement d'une assurance maladie? Comment comprendre l'inexacte ou l'inexistence d'une corporation de cacaoculteurs dans ce pays? Comment comprendre le fait que les conditions de travail dans les plantations de cacao soient précaires tout en présentant des risques pour la santé de ceux et celles qui y travaillent avec l'utilisation des pesticides? Savez-vous que le salaire des cacaoculteurs se résume dans les problèmes de dos dus au port de lourdes charges, aux problèmes respiratoires et maladies de la peau en raison de l'absence de vêtements de protection contre les pesticides auxquels les enfants sont aussi exposés, au risque élevé de blessures lors de l'ouverture à la matière des fruits du cacaoyer et enfin des migraines en raison des horaires de travail souvent très longs? Comment comprendre le fait que les petits producteurs de cacao ne puissent pas s'organiser afin d'améliorer les marges de manœuvre dans les négociations? Et enfin, comment comprendre que c'est le cacaoculteur qui souffre, mais c'est le coxeur et le revendeur qui s'enrichissent? Très bien, merci. Il faut d'abord qu'on s'entende. Est-ce que c'est une activité qui a vocation à enrichir? Si oui, je vais demander, comme cite un exemple de cacaoculteur qui se soit vu devenir riche, bon, au-delà du cas d'Antoine Félix Samba qui est un peu spécial, parce que bon, ça c'est un peu marginal. La cacaoculture
A-t-elle vocation à enrichir les gens? En principe, oui, mais l'arnaque qui a été instaurée dans ce secteur depuis l'époque coloniale, vous connaissez, vous vous rappelez bien de l'œuvre des Botteville Cruel, quand il parlait de ce mot, l'arnaque continue. Mais il y en a quand même qui se sont sucrés là-dedans, qui se sont enrichis. Je peux citer Théodore Bobo, qui a appuyé au Il a cité les coxeurs plutôt. Mais le coxeur lui-même. Le cacao-culteur, je parle des pommes, c'est les coxeurs et les vendeurs qui s'enrichissent par la part, contrairement au cacao-culteur. Voilà. C'est là les producteurs du village, nos parents qui nous ont fait avec ça. Je ne les ai pas vus s'enrichir. Non, effectivement. Et là encore, un prêtre, il est aujourd'hui décédé, Jean-Marc est là. Il a commis un ouvrage à ce propos qui a pour titre « Quand l'État pénètre en brousse ». Il commentait dans cet ouvrage-là les réformes agraires que préconisait de l'époque d'Aïdjo Abia dans ces structurations-là. Précisément au moment où l'ONCPB, l'Office national de commercialisation des produits de base, entend donner les ressources à nos papas, on ferme l'ONCPB, qui avait pourtant des milliards et des milliards et qui aidait l'État à payer même les salaires de fonctionnaires. On décide de fermer cette entreprise et de la liquider. Pour quelle raison l'avait-on fermée, Bonbon? La vraie raison, précisément, c'est une partie qu'a relevé Charles Hamel tout à l'heure, c'est que les grands pays se sont liés d'amitié avec les grandes firmes de chocolaterie internationales pour se bouffer de cet argent et parvenir à la libéralisation du commerce. C'est pour cette raison, pour qu'on se comprenne bien, pour dire que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, n'est pas riche. Et vous avez les guerres en 2002 contre Gbagbo et tout, c'est précisément parce que Laurent Gbagbo veut donc apporter de l'ordre. Dans ce truc, on assassine même un confrère, journaliste. Voilà, de l'époque. Donc, vous voyez, c'est les grandes chocolateries du monde, Sam, qui sont arrivées à ce niveau, au point où la SODECAO, qui devrait souffrir aujourd'hui, je veux dire, avoir une liquidité financière, un matériel financier adéquat, est en ruine. Et donc, il a raison de le dire. Le cacao a plutôt appauvri nos villages au lieu de les développer. Alors, on va tout à l'heure peut-être, si on a le temps, aborder la responsabilité de la SODECAO, je crois, qui a pour directeur général Jérôme Vondon. Absolument. Depuis très longues années. Il est déjà pratiquement, je ne sais pas, l'âge de un peu plus de 90 ans bientôt. Jérôme Vondon, que fait la SODECAO pour relever l'activité cacaoyère? Pas grand-chose, comme la plupart des structures du même type qui ont pignon sur rue au Cameroun. On a parlé ce matin à la radio de la CNEMA qui existe, dont le directeur général a été nommé par l'ancien président Amadou Ahidjo. Il est toujours en fonction. Voilà, il y a des choses comme ça. Revenons donc au cacao. Tendance, mais vite. Oui, tendance. Oui. Ça, dans le cacao, là, ça existe encore. Parce qu'à l'époque de nos parents, non. On vivait que de ça et du café, cacao, café. Mais à un moment donné, on a baissé le prix, où le kilo était, on vendait le kilo à combien à l'époque là-haut? Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais même plus si ça existe ou pas. Je dis parce que je suis la fille d'un planteur. Mon père fut un grand planteur dans mon village. Les planteurs, voilà, c'est ça. Mon père fut un grand planteur dans mon village. C'est pour ça que je te dis que ça. On dit qu'il reste quelque part et qu'un bailleur me fait le chantage, il dit que mais va voir notre maison que mon père a construite à l'époque avec l'argent du cacao café. C'est parce qu'aujourd'hui on a chuté. Vraiment, comme Charles Hamel parle, là, moi je sais un peu si le cacao café existe encore. Parce qu'à l'époque, mon père faisait la ligne de Banga, Djombe, Pendjan, Djongo. Il achetait le café et le cacao pour aller vendre chez Kuemko, à Bafa, pour ceux qui l'ont connu. Donc quand tu évoques encore le sujet Charles Hamel, moi-même je suis perdu. Et le constat que fait Tendance résume même l'objet de votre chronique. Ça veut dire que par le passé, le cacao, le café permettaient... Ça donnait la vie. Moi j'ai vécu... Et ces autres se sont liés d'amitié, comme le disait Bonbon, avec toutes ces firmes. Voilà, moi j'ai vécu du côté de Ndiki Nimeki à un certain moment et je me rappelle qu'il y avait pas mal d'hommes d'affaires justement qui trouvaient leur compte dans la vente du cacao et du café, qui ont bâti leur fortune même sur ces produits-là. Aujourd'hui, c'est presque inexistant. Combien coûtent les kilos aujourd'hui à la vente? Parce que je n'ai pas le prix. Parce que moi j'avais un parent qui m'envoyait à l'école à travers justement des sacs de cacao. Justement. À l'époque, le kilo n'atteignait pas 1000 francs quand même. Non, aujourd'hui c'est 1200. 1200, non, ça aussi. Ça aussi entre 700 et 1200. Je pense bien. Ça aussi. C'est bon, c'est ça. À certains endroits, c'est même 350, 450. Il n'y a pas de prix standard. Non, il y a un prix standard, mais sur le
le terrain, c'est pas ça. Et donc, c'est le triste sort, justement, qui est réservé à nos pays. Aujourd'hui, on voit des hommes qui se font beaucoup d'argent, mais seulement ceux qui se font extrêmement d'argent, tels que M. Samba. On se rend compte que ce sont de grands exportateurs qui traitent directement avec des firmes étrangères. Mais le petit cultivateur, il ne trouve pas son compte. Il ne trouve pas son compte. On est d'autant plus dépassé quand on se rend compte que vous avez des gens qui sont en Europe qui vous demandent de leur envoyer plutôt le chocolat produit par nos sociétés ici. Oui, parce qu'ils ne trouvent pas très bon celui qui est vendu en Occident. D'ailleurs, c'est souvent... Alors, est-ce qu'on fabrique du chocolat au Cameroun, alors? Ça, il y a aussi là une autre incongruité. Parmi les entreprises à privatiser, vous vous rendez compte que le régime actuel a commencé par la liquidation de Sococam, donc le groupe Cacao Bâti. Là-bas, en Europe, au lieu de la maintenir dans le fichier de l'État, on préfère donner ça en Europe, ils nous font du chocolat à base de noisettes et tout. Mais ici, ils demandent, quand vous avez un proche qui arrive ici, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter des boîtes de chocolaté qui proviennent du Cameroun ici? Et maintenant, nous, on produit le cacao. Ces blancs, ils achètent le cacao, ils transforment ce cacao, ils en font du chocolat et ils nous revendent ce chocolat à un prix d'or. Ça coûte extrêmement cher. Quand vous allez acheter le chocolat suisse, ça coûte extrêmement cher. C'est terrible. Voilà, donc c'est l'une de nos matières premières essentielles, il faut le rappeler, mais qui aujourd'hui a subi les affres d'un abandon du fait d'une mauvaise politique publique en la matière. On va, parmi les choses que vous avez relevées, Charles Armel, l'absence de mécanisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est fait à la main. C'était toujours fait à la main. Mais c'est comme s'il y a une volonté expresse de maintenir le planteur de cacao, pour utiliser l'expression de Tana, dans une précarité absolue. Bon, présentez-moi. À l'époque, nous avons dans la zone du Mungo des gars comme Zouvelos, on avait des gens comme Gorzounia, qui faisaient de ces gars qui faisaient dans le cacao. Présentez-moi un Camerounais qui s'enrichit du cacao de ces 25 dernières années et ces 30 dernières années. Vous ne verrez pas le nombre d'un cacaoculteur. Ce sont ces gens qui tapis dans l'ombre arrivent. Comment se fait-il que pour sortir d'un village et atteindre le goudron, on vous dit parce que vous n'avez pas de véhicule. Déjà, le transport est très élevé pour le transport du cacao. C'est vrai que l'activité est aussi saisonnière, hein, donc c'est pas... C'est pas une question de saison. Comment la Côte d'Ivoire fait-elle pour s'en sortir? Premier producteur mondial. C'est parce qu'à un moment donné, on a permis aux planteurs de pouvoir s'en sortir. Mais les accompagnements qui ne sont pas aussi riches que ça. Non, ils ne sont pas si riches, mais quand même, leur niveau est plus acceptable que ceux que nous voyons. Est-ce qu'aujourd'hui, un planteur de cacao peut envoyer ses enfants à l'école? Et en plus, là-bas, les agriculteurs de cacao peuvent s'organiser et créer quand même quelque chose qui va... Voilà, non, pas seulement, c'est-à-dire amener le gouvernement à obéir à certaines facturations. Et ça me regarde, à l'époque, dans mon village, comme mon père était planteur, je me vantais. Quand on parlait directement que je suis la fille d'un planteur. Aujourd'hui, où est-ce que vous avez mis le cacao au café? Vous prenez le kilo, même au montant que vous avez dit ça, mais ça n'atteint pas. Et même pour acheter le café maintenant, on vous fait le chantage ou le cacao. Moi j'ai vu une photo qui circulait sur le net, je ne sais pas trop, c'est alors un tombeau de tracteurs. Un tombeau de tracteurs, voilà justement, des tracteurs qui sont abandonnés à eux-mêmes, alors qu'il y a des cultivateurs qui en ont besoin. Tout à fait. Bon, donc la région du Sud, les régions de l'Est ou l'Ouest ont été de quelle région? Le Mungo. Le Sud-Ouest. Le plus grand bassin de production de cacao au Cameroun, c'est le Sud-Ouest. Le Sud-Ouest. Là, je ne savais pas. Non, c'est le Sud-Ouest. Il faut dire quand même, Sam Sévérin. Bon, là, on sort par là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la solution? Rien. Il faut tout repenser. Je vous le dis de manière froide. Il faut tout repenser. Vous avez un directeur qui est là depuis des années. Il produit quoi? Si en 5 ans il n'a pas pu produire, en 10 ans il n'a pas produit, vous attendez à quoi? Je parie même qu'il a laissé à ses successeurs, il a même recruté tous ses enfants qui sont en train de travailler. C'est bien politique, il faut que vous compreniez quelque chose. La politique dans ce pays a viré dans les récompenses. Lorsqu'on vit dans les récompenses, on a moins besoin de compétences. On a dit, ok, il m'a donné des voix dans tel village, je peux le laisser là. C'est lui qui me garantit mes 100%, c'est lui qui m'assure ça. Non, ça doit changer. Il faut la méritocratie dans ce pays. Pensez à l'élever. Vous parlez du directeur du cinéma qui a été affecté depuis l'époque, nommé depuis l'époque d'Amadou Aïdjo. Il est toujours là, tranquillement installé. Je doute même fort que cela figure parmi les documents qu'on présente au chef de l'État. Quand même, arrêtons un peu ce débat. Très bien. Alors, si vous voulez réagir sur la production de l'activité cacaoyère au Cameroun qui est déliquescente, vous pourriez nous faire parvenir votre message à travers le numéro
qui est affiché et on verra bien dans quelle mesure on pourra le lire en deuxième partie de ce programme qui se poursuit donc sans transition avec notre invité. Alors ce jour on va parler de citoyenneté puisque nous sommes à la veille d'une année électorale au Cameroun et il y a beaucoup d'activités depuis quelque temps en termes de mobilisation des jeunes et des femmes au niveau de plusieurs couches sociales, donc ces couches-là qui sont appelées à booster un peu l'environnement aujourd'hui en termes de dénombrement. Combien sommes-nous, combien êtes-vous Camerounais en âge de voter qui sont déjà inscrits sur les listes électorales? Alors on a choisi de faire venir un jeune qui est dans l'activité depuis quelque temps en termes de mobilisation pour les catégories qui lui ressemblent. Il est dans le secteur des mototaxis, mais il a une ambition aujourd'hui qui est celle d'accompagner le mouvement et dans la citoyenneté à amener un plus grand nombre à prendre part de façon consciente, notamment à ce vote-là, s'il interviendra finalement un jour, parce qu'on n'a même pas de visibilité jusqu'à ce jour en termes de calendrier. On accueille donc M. Willy Kenye. Bonjour. Bonjour Sam. Comment vous allez, ça va? Pour le moment, ça va mieux. Alors, l'opération 11 millions d'électeurs qui a cours depuis quelque temps a connu un boom le week-end dernier à Douala et Bafoussam, Tchang, à Douala avec le concours des mototaxis de la ville de Douala. Bon, comment est-ce que la prise de conscience est-elle arrivée chez vous? Sam, il faut déjà relever une chose, c'est que depuis un certain temps, la plupart des jeunes, et en particulier les mototaxis, cette année ont pris conscience du fait que il faudrait à un certain moment repenser. Il faudrait à un certain moment prendre conscience parce que le Cameroun nous appartient. Et à un certain moment, quand on constate que les choses ne marchent pas, il faut prendre un certain nombre d'engagements. Il faudrait que les jeunes se lèvent. Il faudrait que les jeunes contribuent pour que notre pays change. C'est pour cela que nous avons pris des résolutions pour déjà, parce qu'on a constaté que la plupart des jeunes n'avaient pas de carte électorale, mais s'inscrivent massivement sur la liste électorale pour attendre. À votre avis, pourquoi les jeunes, majoritairement au Cameroun, ne s'intéressaient-ils pas auparavant à cette chose? Il faut déjà relever plusieurs choses, Sam. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, le système politique n'avantage pas les jeunes. Au contraire, nous voyons partout, vous allez voir, si vous prenez des exemples, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les mairies, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous n'allez pas retrouver les jeunes. Vous allez voir dans des entreprises, même les jeunes sont écartés, sont loin derrière dans le fonctionnement de notre pays. Alors, il est même, c'est pour ça que moi, dans ma vision, dans notre lancée aujourd'hui, nous avons dit que chaque jeune cette année doit se lever et dire, moi je suis Camerounais. Il est hors de question qu'en ce moment, nous restions derrière pour attendre. Maintenant, nous sommes déterminés à aller plus loin. Nous sommes déterminés à faire entendre nos voix. Nous voulons interroger la conscience du chef de l'État pour dire que les jeunes doivent prendre leurs responsabilités. Très bien. Alors, la suite avec une question de Mbombok. Oui. Moi, c'est plutôt un encouragement, Sam. C'est pas une question, parce que là, je me réjouis que notre invité aujourd'hui puisse nous montrer l'exemple que la jeunesse, ce n'est pas des braqueurs qu'on connaît, ce n'est pas ceux qu'on va manipuler demain ou après-demain. Pour dire ceci, que je pense que c'était le 10 février 2016, lorsque le chef de l'État envoie la jeunesse à l'agriculture. Voilà donc un domaine où on les laisse comme ça et ils te tournent la tête, alors que les grands, ceux qui ont de l'argent, ont pris les terres au village. Lui-même, qui représente l'État du Cameroun, n'a pas aménagé des parcelles parce qu'il existait quand même dans ce pays des zones d'action prioritaire intégrées, c'est-à-dire qui devaient utiliser les jeunes, notamment dans la culture. Il y a 3 ans, on a lancé Agropole. Voilà des situations avec 9 milliards, près de 9 milliards 600 millions de francs, qui n'occupent pas les jeunes, mais on leur trouve l'emploi de Ben Sikin. À quoi ça sert? Justement, à ce niveau, je voudrais, si vous permettez, rapidement évacuer une préoccupation qui est personnelle. Douala est surpeuplé aujourd'hui du fait de l'invasion par tous ceux qui arrivent comme cela et se retrouvent seulement en train de faire de la moto. C'est un secteur que vous connaissez plutôt bien. Oui. Est-ce que là aussi la jeunesse n'a pas sa responsabilité? Pourquoi tout le monde fuit les campagnes? Non, il faut rappeler dans la zone urbaine. Non, ça, il faut déjà rappeler l'histoire. Pour dire, comme Bobo vient de le dire tout à l'heure là, il faudrait qu'on rappelle l'histoire. Pourquoi il y a tant de personnes, tant de jeunes sur la moto? Il faut rappeler que si j'ai une bonne mémoire, en 98, quand les bandits donnaient
rendez-vous à 16h, c'était en journée, on venait braquer au fur et à mesure. Rappelez-vous encore de l'histoire. Il faut se dire aussi que la moto aussi a calmé beaucoup d'esprits. Ça a réduit même beaucoup d'esprits dans la ville de Douala, parce qu'on devait se trouver dans une confusion totale. Et ça a fait en sorte que beaucoup de gens se sont retrouvés consolés avec la moto. Et ils ont vu que c'était plus bien. Mais maintenant, on regrette parce que le secteur moto n'a jamais été encadré. Les gens donnent les rapports au chef de l'État pour dire que c'est bien. Les gens, vous allez voir le plan triennal qui est lancé depuis un certain temps. On n'a pas dit au chef de l'État qu'on débloque les milliards. C'est pour ça que nous disons que nous entrons en politique pour changer. Nous allons interroger le chef de l'État pour dire que la récréation est terminée. Nous ne pouvons plus accepter qu'au jour d'aujourd'hui, on met des gens dans des postes qui ne peuvent pas régler les problèmes des jeunes. Alors les rapports qu'on donne au chef de l'État, nous allons dire au chef de l'État, puisqu'il a interpellé les jeunes, nous sommes prêts à contribuer pour que notre pays change. Alors, étant donné que la jeunesse a pris conscience aujourd'hui, quels sont les secteurs clés que la jeunesse entend? Parce que vous êtes aujourd'hui leader de la jeunesse. Quels sont les secteurs clés sur lesquels il faut frapper en premier temps? Par exemple, les 5 premiers secteurs. Déjà quand on parle, je regarde d'abord l'éducation. Parce que vous voyez, la plupart aujourd'hui ont des diplômes. Après l'école, on ne sait plus quoi faire. Et je voudrais déjà dire que nous avons pris l'engagement depuis un certain temps avec les étudiants, parce que nous allons avoir un protocole d'accord entre les mototaxis et les étudiants pour les élections qui arrivent, pour dire que nous allons contribuer. Contribuer, ça veut dire quoi? Dire au chef de l'État, nous avons des projets, nous proposons des projets, et nous voulons que ces projets soient pris en compte. Alors, ce qui pas de dire au chef de l'État que tel projet, par exemple, les projets d'ordinateur qu'on a, la dernière fois qu'on a dit, on attribue aux jeunes, aux étudiants, nous allons dire, c'est peut-être pas un bon projet pour la jeunesse. C'est des gens qui viennent faire des propositions pour leur propre intérêt. Nous pouvons proposer, quand, si on parle de l'ordinateur, faire des cyberpublics dans des arrondissements pour aider les jeunes. Nous pouvons proposer autre chose, même quand vous parlez de l'agriculture. Nous avons beaucoup de mécanismes qui peuvent faciliter. Et il faut que les jeunes qui ont encore l'énergie, qui ont encore cette expérience-là, qui peuvent s'engager, qui ont la volonté de servir leur pays. Pas des gens qui ont déjà atteint un certain âge, qui ne peuvent plus rien nous apporter. Allez dans le gouvernement, vous voyez des gens, je vais vous prendre le cas du Nord-Ouest. Nous avons vu tout ce qui s'est passé parce que les gens n'arrivent pas à prendre leur responsabilité. Ça ne devait pas être le problème du chef de l'État. Parce que les gens, voilà, parce que je vous rassure, si les conseils municipaux, les maires, les députés qui sont représentés à l'année étaient actifs sur le terrain, si des gens-là posaient des actes qui amènent la population à adhérer, c'est que c'est les gens, quand il y a un souci, ces gens-là vont vers le peuple et disent, d'accord, nous allons régler, et le peuple écoute. Puisque les gens-là ne sont pas représentés sur le terrain, vous voyez que ça cause un réel problème. Je vous prends le cas de Douala 5e dont je sors, vous allez voir peut-être le député qui est là depuis 5 ans, on ne le connaît pas, aucun. Je veux vous dire, personne ne le connaît. Comment il s'appelle? Rappelez-nous son nom quand même. Je ne maîtrise même pas son nom. Je ne sais même pas. Et vous allez les entendre sur les plateaux de télévision parler comme si c'est des dieux. Le problème du Cameroun limite sur la personne de Paul Biya. Moi, je me dis, les gens se trompent. Non, c'est un défaut. Parce qu'ils sont nombreux là. Ignorés et inconnus et méconnus par les populations. Je partage ce point de vue. Ils ne travaillent pas. Ils ne s'activent que l'autre. Je vais vous prendre un exemple. Cette année, j'ai décidé, moi, je suis allé voir le maire Ibanda, j'ai dit, vous êtes maire de Douala 5e, vous deviez contribuer pour que ça change. Le secteur moto, quand il y a insécurité, ça dérange toute la population. Vous apportez quoi? Il m'a dit, d'accord, je te donne les chasubles pour identifier. Vous avez pu le voir? Oui, on ne parvient même pas à le voir. Vous avez fait oui, il a contribué déjà. Oui, il a contribué déjà au moins au premier vague de permis. Je suis allé voir le colonel de la Légion qui, au jour malgré vraiment ne doit plus. Le colonel Abbé qui nous a apporté autant. Vous comprenez? Moi, je dis. Mais les députés, je le connais. Vous allez voir les Douala premier. Je vais vous prendre le cas de Douala premier. Vous allez à Douala premier. Il y a un député qui parle beaucoup, il parle beaucoup sur les médias, mais donnez-moi un acte concret. Vous savez combien l'Assemblée nationale met en disposition? En parlant des micro-projets, qu'est-ce que les jeunes gagnent? Qu'est-ce que la population gagne? On va venir vous dire que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Moi, je dis non. Alors, nous, les à votre avis, c'est pas lui le problème? Non, c'est ceux-là qui donnent les rapports, parce que vous entendez les milliards, vous entendez des sommes d'argent qui sont débloquées pour aller à la disposition des jeunes. Moi, il dit qu'il faudrait que le président de la République lui-même, s'il veut, parce que le peuple est prêt à lui confier un dernier mandat, il faut qu'il lève le pied pour que la population se retrouve. Alors, je sais pas de lui parler, monsieur Kenyé. Monsieur Kenyé, excusez-moi, je trouve votre discours un peu démagogique, excusez-moi. Alors là, vous semblez encenser le père d'un système et puis dénoncer le système en lui-même. Donc, est-ce qu'en l'état actuel des choses, vous pensez que
le discours que vous prononcez pourra changer quelque chose parce que c'est tout. On parle là d'un système qui justement marginalise les jeunes. Et la personne qui incarne le système, la personne qui incarne le système est disculpée par vous. Alors, vous interpellez le président de la République. Ce n'est pas la première interpellation du genre. On ne voit pas trop les choses changer. Est-ce que vous pensez réellement qu'en maintenant le même gouvernement, avec à la tête de ce gouvernement la même personne, vous pensez que les choses pourront vraiment bouger? Déjà, je veux vous dire que le problème du Cameroun ne se limite pas sur les pensées des gens. Je veux vous dire, changer ou pas changer, parce que déjà, ceux qui vont venir, on ne sait pas ce qu'ils vont nous apporter. Déjà, on n'a pas une garantie d'un changement au Cameroun. Maintenant, moi, je me dis que c'est mieux de vivre avec le diable qu'on connaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voulez changer quoi alors? Alors, ce que nous voulons changer, c'est que nous voulons imposer que les jeunes se retrouvent partout pour servir leur pays, pour apporter, parce qu'ils peuvent contribuer. Je veux vous dire, si on a un jeune à l'Assemblée nationale, si on a un jeune au Sénat, là où il faut... faire, si l'Assemblée nationale est toujours majoritairement constituée du RDPC, vous pensez qu'il y a... Non, c'est pour ça que normalement, même je parle du problème du RDPC. Le problème du RDPC aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des clans qui n'avantagent que certaines personnes. Vous comprenez? Normalement, le RDPC au Cameroun devait être comme le Bassas. On ne devait pas négocier pour que, ou bien payer les gens pour qu'ils entrent dans le RDPC, non. On devait plutôt mériter pour entrer dans le RDPC. Vous comprenez? Mais ce n'est donc pas le cas. Nous disons que normalement, pour arriver à cette situation-là, les jeunes doivent prendre les responsabilités. Comment? Vous avez demandé comment? Oui. C'est déjà prendre conscience. Si vous avez 5 000 personnes, 10 000 personnes qui adhèrent, ou bien 5 millions de personnes qui adhèrent à 15 millions, plus précisément. Alors, vous pouvez décider. C'est pour ça que je dis aux jeunes, nous allons faire venir, nous allons déjà dans les prochains jours faire venir Jean Kouyaté, qui est le secrétaire du parti, ou même d'autres, même le premier ministre à Douala, Mais pour dire que nous ne partageons pas les points de vue, les jeunes sont égarés. Tant que ça ne peut pas changer. Mais justement, il faut aussi reconnaître quand même que c'est vrai qu'il faut impliquer les jeunes, c'est vrai, mais aujourd'hui, le problème du Cameroun est peut-être causé par une catégorie de personnes, mais on ne doit pas aussi renier la responsabilité justement de ces jeunes-là à un certain moment donné. Est-ce que les jeunes sont exempts de tout reproche? Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez activé des actions qui visent justement à éduquer un peu plus ces jeunes-là? Parce que quand on parle de corruption, les jeunes sont concernés eux-mêmes, ils corrompent, ils sont corrompus. Le grand banditisme, voilà, la boisson, le grand partout, banditisme, les boissons, voilà, les femmes et tout ça, la dépravation des mœurs, c'est encore plus les jeunes, il faut le dire. Il faut le dire. Je voudrais vous dire déjà que cette année, nous avons mené beaucoup d'actions. Nous avons déjà plus de 800 motos qui ont eu les permis, qui ont eu... Ça veut dire qu'ils ont suivi une formation. Pour vous, c'est un métier même, cette affaire de moto. Déjà, quand vous parlez, je veux vous dire que quand vous avez un diplôme qui est le permis, ça représente, ça veut dire déjà que c'est un métier. Ça veut dire que ça nourrit son homme. Il faut déjà reconnaître. Bon, maintenant, nous avons organisé un championnat qu'on a baptisé championnat François Foni. Nous sommes déjà à sa 3e édition, qui rassemble tous les motos-taxis dans la ville de Douala. Et par ailleurs... Et vous sensibilisez? Nous sensibilisons parce qu'à travers le sport, nous passons l'information, nous sensibilisons. Quel genre d'information? Alors, nous voulons que... Au-delà de ce qu'ils représentent, nous voulons des gens intègres, les gens qui ont pris conscience, les gens qui veulent changer. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez la majorité des jeunes aujourd'hui qui dépensent beaucoup plus dans ce qu'on appelle le Paris Food. Les gars se retrouvent en train de jouer le Djambo. Excusez-moi le terme. Maintenant, comment faire? Il faudrait qu'on interpelle le chef de l'État pour dire que ça n'apporte rien à la jeunesse. Au contraire, ça détruit la jeunesse. Parce que quand vous avez 1000 jeunes qui à Douala contribuent au Djambo, à la fin, ça envoie beaucoup à la perdition. Vous avez pensé aussi aux enfants de la rue, peut-être? Non, je veux vous dire, c'est pour ça que je parle même des autorités de la ville de Douala. À l'ouest, chez moi, Photo Victor a intégré même ceux-là que vous appelez les Nanga beaucoup. Ils ont un salaire de 70 000 francs par mois. Comment il fait? Il nettoie la rue, il balaie la voie publique. Vous ne pouvez pas jeter la saleté sur le goudron. Alors, les autorités tendance va intervenir, mais on a déjà pu, à ce stade de discussion avec notre invité, nous rendons compte qu'il s'agit d'un jeune leader, mais jeune leader apparenté au pouvoir en place, parce qu'il me semble bien que ça ressort dans ses déclarations. Donc, vous allez nous dire si vous avez la carte du RDPC. Tendance. Oui, ça, moi, je suis en train de dire, comme mon homonyme, c'est mon homonyme. Il dit là tout à l'heure qu'il a rencontré... Kenya, c'est mon homonyme, donc c'est la famille. Il dit qu'il a rencontré le maire de Douala 5e. C'est déjà un bon travail, c'est déjà un pas en avant parce que il y a les maires ici dehors que pour leur voix, c'est les problèmes. Donc vous avez rencontré le maire. Exemple, Douala premier. Jusqu'à vous avez posé je travaille avec lui, on n'a pas de souci. Peut-être il va être même à l'écoute.
Donc le maire à Banda vous a reçu ce que vous avez causé dans son bureau. On dit même à lever le thé avec le dé. Je vous dis avec lui. Je veux vous dire, même le délégué de la communauté urbaine qui va parrainer notre championnat, je veux vous dire, le maire même a accepté parrainer notre championnat. Non, disons que pour les occasions de festivités comme ça, ils sont très chauds hein, pour les championnats de vacances et tout, mais c'est pas ça l'important. Oui, tendance. Je ne refuse pas. Mon problème, c'est que vous savez qu'à nos jours, parce que parlant de Douala 5e, les travaux ont commencé de ce côté. J'ai vu l'autre jour. Et quand je passais l'autre jour. Travaux de quoi, tendance? Les travaux, on a commencé à arranger la route. On a les routes même. Et l'autre jour, quand il est passé au parcours Vita, j'ai vu comment le maire récompensait les veuves. J'ai vu comment il récompensait les veuves. Maintenant, voir un citoyen rencontrer un maire, c'est dur parce qu'il y a les bureaux ici dehors, même pas les maires. Comment pour voir le chauffeur? Mais est-ce que c'est bien tendance? Les maires sont là pour les citoyens, non? On ne refuse pas, mais il y a les maires que pour les rencontrer, ça, même leur chauffeur, tu ne rencontres pas. Comment pour... On te dit que le chauffeur du boss, c'est le boss. On te dit que... Je vois un homme qui me dit qu'il a rencontré moi, mais je vais le rencontrer. Très bien. Tu as une question pour l'invité, tendance? Oui, quand il dit qu'il veut voir le président de la République, que non, les jeunes vont s'élever pour le voir. Vous allez faire comment pour voir? Déjà, je veux vous dire, nous avons eu la chance d'avoir le ministre de la Défense qui a subventionné les permis des mototaxis à travers le colonel Abessolo. Et je veux vous dire, la capacité de mobilisation que nous avons à Douala aujourd'hui interroge même le chef de l'État. Ça veut dire que nous, d'ailleurs, nous allons nous mobiliser pour l'interpeller. Et ce qui est sûr, ce qui va répondre, et vous allez le voir, parce que nous voulons prendre les dispositions. Nous allons, c'est pour ça que je ne voudrais pas que ça limite seulement dans la ville de Douala. Nous disons à tous les jeunes, là où ils se trouvent, qu'ils intègrent les conseils. Mais vous êtes très mal parti parce que vous parlez beaucoup plus en faisant l'apologie du système en place. Non, aujourd'hui, on veut changer ce système-là. Quand vous appelez à la mobilisation pour les inscriptions, c'est pourquoi? C'est pour aller conforter ce système? Non, quand vous dites que je fais l'apologie du système en place, je vous dis non. Déjà, c'est que dans les années passées, on n'a jamais trouvé les jeunes dans le conseil municipal. On n'a jamais vu un jeune à l'Assemblée nationale. Alors, c'est notre combat cette année. Nous voulons pas que... Donc nous voulons... C'est pas la faute de ce système qui a empêché, qui a verrouillé tout pour que les jeunes ne puissent pas émerger. C'est pour ça que nous voulons dire la vérité à celui qui incarne la volonté du peuple. Nous voulons le changement. Nous voulons que ça change. Mais nous n'avons pas une garantie de celui qui va venir. C'est ça le problème. Si nous avons... Parce que quand je regarde l'opposition au Cameroun, qu'est-ce qui nous garantit le changement? Parce que je veux vous dire, quand vous regardez, 80% de l'opposition sont des membres du RDPC. Et moi, en tant que leader des jeunes, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de faire ce que la comédie. Les gens qui parlent RDPC dans la nuit et viennent en journée parler de l'opposition. Alors, l'initiative de Cabral Libye, 11 millions, parlons-en. Non, voilà un jeune que j'encourage. Il a pris l'initiative, il a pris l'engagement de faire un travail de fond qui est en train de marcher. Je l'encourage et je crois que il a pris une bonne... Ça, moi j'ai une question maintenant. Oui. Bon, un ami Willy, comment vous pouvez balayer un escalier en commençant par le bas? Vous encensez le chef de l'État, vous dites parce qu'on lui donne de mauvais rapports, parce qu'on lui dit non, vous n'arriverez jamais à lui. Comment va-t-il arriver à vous? Nous, on veut balayer un escalier, une maison en étage, on commence par le haut. Sinon, si vous commencez par le bas, vous allez à l'étage supérieur, vous allez salir les paliers. Comment vous allez balayer votre maison? Je vous ai pris l'exemple du ministre de la Défense. Nous avons fait comment pour arriver vers le ministre de la Défense? Pas son colonel. Pas son colonel. Nous avons encore d'autres mécanismes pour arriver vers le chef de l'État. C'est pour dire qu'en tant que... Quand vous travaillez au Cameroun... Est-ce qu'il est de votre génération, le chef de l'État? Est-ce qu'il peut comprendre aujourd'hui un monsieur de 90 ans? Non, c'est que nous voulons imposer au chef de l'État. Nous sommes majoritaires. Les jeunes sont majoritaires, ils ne se retrouvent pas. Nous voulons imposer. Nous voulons le changement. Que les ministres qui sont dans le gouvernement qui n'avantage pas le peuple. Donc vous pensez que celui qui les nomme, lui, doit rester là et on change l'équipe qu'il nomme, c'est ça? Non, si je vous réponds, ça veut dire que je suis bête. Vous dites que vous voulez le changement. Vous voulez qu'il change le régime, c'est-à-dire tout le gouvernement, lui se maintient. On ne peut pas commencer par le changer. Je ne suis pas contre le changement. Je ne suis pas contre le changement de la personne. Je ne suis pas contre le changement. Non, je ne suis pas contre le changement de Paul Biya. Si le peuple décide que Paul Biya doit partir, je crois que ça doit être la vision du peuple. Mais moi, je dis, regardez à l'ouest, les qui contribuent pour le changement. Allez à Bandou chez nous, vous allez voir que c'est propre. Parce que le maire qui a investi, c'est investi dans son pays. Mais je vous dis que le changement, chaque personne là où il se trouve peut contribuer au changement. Je veux vous regarder des mairies des villes de Douala.
Vous croyez que si chacun me prend la responsabilité à son niveau, je crois que ça peut changer. Regardez, si la communauté urbaine décide de faire un changement au niveau de la ville de Douala, je crois que ça va changer. On a compris. Donc aujourd'hui, vous voulez que les jeunes puissent investir les mairies, l'Assemblée nationale et pourquoi pas la présidence. La présidence. Alors comment procéder au niveau des candidatures, des investitures? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Déjà, la première chose, c'est qu'il faudrait qu'ils se constituent d'abord en groupe solide. Ne pas accepter la division. Parce que déjà, vous voyez, au moment de la campagne électorale, il y a des fonds qui sortent de nulle part et commencent à diviser les jeunes. Il y a des intérêts égoïstes qui vont arriver. Je dis, éloignons-nous de l'argent. Mettons l'argent derrière notre dos et avançons. Parce que nous avons un objectif commun, de contribuer à ce que ça change. Pour que ça change, il faut être mobilisé. Si vous êtes au sud, constituez-vous en foi. Parce que si vous avez 5 millions de personnes qui ont une même vision, on va vous entendre. Et déjà, je crois que c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas un individu qui décide. Oui, mais pendant la présidentielle, il y aura au moins 5 candidats. Est-ce que vous êtes habilité? Comment allez-vous procéder pour demander aux jeunes, voilà le candidat de notre choix? Le moment opportun, nous allons décider, parce que pour le moment, nous sommes concentrés pour l'inscription sur la liste électorale. Nous allons prendre les dispositions au moment opportun. Et je crois que le peuple, à notre niveau, à Douala 5e, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'inscription porte à porte. Et je crois que d'ici peu de temps, ceux-là, vous allez vous découvrir que nous allons prendre des dispositions et vous allez être informés. Est-ce que vous ambitionnez personnellement, peut-être de briguer un mandat aujourd'hui dans votre posture, M. Kenyé? J'ai toujours travaillé pour le peuple, j'ai été toujours celui qui défend les intérêts de plusieurs personnes. Je crois que si aujourd'hui la plupart décident, si la plupart trouvent une raison derrière moi, pourquoi pas? Oui, mais maintenant, il n'y a pas de candidature indépendante pour investir les mairies. Il faudrait bien que vous choisissiez un parti politique. Là maintenant, si on dit les élections municipales, c'est la semaine prochaine. Vous êtes prêt pour vous engager pour un parti local? Forcément, le RDPC, il organise un championnat en l'honneur de Mme Foning, donc vous êtes... Oui, il faut déjà relever que François Foning, en son temps, avait sacrifié son temps, son amour pour les mototaxis, pour la jeunesse, pour la population de la ville de Douala. C'est pour ça que nous défendons cette image-là. Nous avons beaucoup de respect pour cette femme-là qui a œuvré pour... Charles Armel, Mathieu. Alors, à vous écouter, je suis un peu perdu parce que, d'une part, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la bergère. Vraiment, je suis un peu perdu. Je veux vous comprendre. Votre colère aujourd'hui est dirigée contre qui exactement? Déjà, c'est que dans le système aujourd'hui... la colère des jeunes. Des jeunes. Ce n'est pas vous. La colère des jeunes est dirigée vers qui? Vers le chef de l'État. Nous disons... Vers le chef de l'État. Vers le chef de l'État. C'est pour ça que nous disons au chef de l'État que les choses ne marchent pas. C'est ça la vérité. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le chef de l'État a mis autour de lui des personnes qui ne contribuent pas, qui ne réfléchissent pas, qui ne mettent pas des projets pour le peuple. Alors, nous l'interrogeons, nous lui disons qu'il faudrait qu'il change. Vous pensez qu'on peut tromper un chef de l'État? C'est possible. Nous avons pu tromper un chef de l'État. Ce que vous dites est grave. Quand vous dites oui, c'est grave. Je vais vous prendre un exemple, Charles. Ça suppose qu'il ne regarde pas les chaînes. Ça suppose qu'il ne se balade pas dans son propre pays. Je vais vous prendre un exemple en Centrafrique. Nous avons Bozizé servait son peuple. Non, parlons de Cameroun. Je vous prends un exemple. J'arrive. On a dit que Bozizé n'était pas prêt à servir son peuple, qu'il ne servait pas parce que ce monsieur avait une réflexion profonde pour son peuple. Vous avez vu, on a tout fait pour le déloger et vous avez vu ce que la Centrafrique a subi. Moi, je dis que c'est bien que Paul Biya part, mais déjà, il faut réfléchir pour ce qui peut se passer. Et vous ne voyez personne aujourd'hui. Charles, je vais vous répondre. Il est bien possible que notre chef de l'État ne puisse pas être au courant de la réalité, puisqu'il est du type aristocratique. Il ne se déplace pas, il ne fait pas des visites inopinées. Il est bien possible qu'il ne connaisse pas le Cameroun profond. Même sur les écrans. Même sur les écrans. Il faut descendre sur le terrain pour voir. Dans des véhicules banalisés, pas des visites inopinées, l'ancien chef de l'État le faisait. Donc Paul Biya ne va pas voir la réalité des choses. Il ne sait pas ce qui se passe. Même à Ebolova, proche de Sarmelina, je ne parle pas de Maroua Garoua, il n'est pas au courant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut démontrer. Ça suppose véritablement que pour vous, lui, il est bon, il est bien,
il faut le maintenir, même si c'est pas ce que j'ai dit, et c'est pas ce que j'ai dit. Non, ne me prêtez pas les mots. Je garde les mots. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on doit changer. Et maintenant, pour que les jeunes contribuent, il faudrait que tout change, qu'on refait tout à zéro. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez vu que l'équipe nationale du Cameroun, on a refait l'équipe nationale du Cameroun, on a gagné la Coupe d'Afrique. C'est pour dire qu'il faut avoir changement, on peut intégrer les jeunes et ça change. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le refait tout, vous pensez à quoi? Moi je m'arrête à... Oui, exactement, on a 3 minutes. Oui, dans le refait, c'est exactement ce qu'on veut. Oui, quel chantier essentiel déjà, vous allez voir qu'à l'Assemblée nationale, on a un vieux qui est là depuis au moins des années. Et maintenant, il fait comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on attribue certains fonctionnements que... Donc, vous voulez seulement des postes à l'Assemblée nationale? C'est là où on vote les lois, Sam, ne me pétez pas. C'est là où on vote les lois. C'est là où on vote les lois de notre pays. Maintenant, on parle de la contribution. Il faut un rapport de force qui change. Il y a d'autres partis à l'Assemblée. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait prendre des mesures pour que ça change. Mais je ne vois pas que le changement directement à partir de la personne de Paul Biya est une solution pour le Cameroun. Parce que déjà, nous avons vu dans d'autres pays, nous sommes en train de subir. En Côte d'Ivoire, en Libye et en Centrafrique aujourd'hui, beaucoup regrettent. Donc, pourquoi on peut maintenir Paul Biya? Moi, je dis que pour le moment, il est encore utile pour le Cameroun. D'accord. Donc, pour le moment, selon vous, M. Kenny, qui selon vous nomme les ministres, qui selon vous maintient les directeurs généraux, qui selon vous maintient les PCA, les présidents du conseil d'administration dans les entreprises, qui selon vous nomme les présidents des commissions dans le comité de pilotage de suivi, qui selon vous décide de l'ensemble de la majeure partie du Cameroun? Qui? Et pour finir, je rajoute, qu'est-ce qui différencie votre discours des discours des autres jeunes qui appellent depuis... Voilà. Oui. C'est qu'il y a des gens qui viennent faire ce qu'on a... J'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un hypocrite. Je joue pour le peuple. J'œuvre pour que ça change. Vous jouez pour le peuple, vous jouez pour le peuple, je vais vous dire, quand j'entrais en syndicat, les gens m'avaient dit que le syndicat est mauvais, que ce n'est pas utile pour les motos taxis parce que c'est des escrocs, c'est des bandits. Moi je suis entré, j'ai permis à plus de 1000 motos d'avoir les permis. Vous comprenez? Ça veut dire que nous pouvons changer. Le jeune a la capacité de faire en sorte que ça change. Ne venez pas, je vais vous prendre un exemple. Vous êtes à Equinox, il faut voir que c'est pas tout le monde qui réussit avec des émissions. Quand le directeur général voit que ça ne l'avantage pas Equinox, il fait comment? Il change pour que... Voilà, pour que on améliore les conditions de vie des gens, ceux qui viennent ici. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, il ne suis pas du fait qu'on vient dire seulement que le problème du Cameroun aujourd'hui, il faut automatiquement changer la personne de Mbiya. J'ai dit non. Il faudrait qu'on trouve des solutions. Vous êtes pour le maintien radical de M. Biya. Vous l'avez dit d'entre nous. Non, vous êtes en train de me prêter les mots. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Il est encore utile pour notre pays. Vous avez dit que vous êtes favorable. Vous avez dit que vous êtes favorable à un autre mandat. J'ai dit que je ne trouve pour le moment, je ne trouve pas dans l'opposition quelqu'un qui peut amener le changement dans notre pays. Vous l'avez dit. Il y a quelqu'un, j'adhère. Merci beaucoup. Alors, toute dernière chose sur l'activité des motos, pensez-vous qu'un jour, on puisse l'éradiquer? Cabral Libye, par exemple, a fait la proposition qu'il est possible de resserrer les mototaximens dans d'autres types d'activités de façon à les raser tous, parce que ce n'est pas un vrai boulot. Vous pensez qu'on peut atteindre cet objectif un jour? Oui, c'est possible. Ça, il faut le reconnaître que le secteur mototaxi aujourd'hui rassemble beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont eu des diplômes, il y a des gens qui ont perdu l'emploi, il y a des gens qui se retrouvent là-bas. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de personnes qui ont l'avantage d'avoir des emplois, on aura peu de personnes qui peuvent faire la moto au Cameroun. Et vous allez voir qu'à travers le championnat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous transmettons à ces jeunes-là, à ces personnes-là, un message de vérité, de construction, un message d'encadrement, un message même de réflexion. On a mis une base de réflexion pour dire qu'à travers ce championnat qu'on a baptisé championnat François Foning, qui est soutenu d'ailleurs par la famille Foning, la mairie de Douala 5e, la communauté urbaine de Douala et d'autres partenaires, pour dire que nous voulons automatiquement que les jeunes prennent conscience que à travers la moto, non seulement on peut trouver une vie, mais déjà on peut améliorer sa condition de conscience, que à travers la moto, non seulement on peut trouver une vie, mais déjà on peut améliorer sa condition de vie. Parce que je suis en train de vouloir lancer aussi une possibilité, 1000 jeunes, 1000 mototaxis qui vont lancer un projet, on va lancer un projet de logements sociaux. Donc on a une vision lointaine, on a une vision capable de changer les donnes dans notre pays.
Voilà, merci beaucoup. On est au terme de cet entretien avec M. Kenye Willy, qui est un leader dans le domaine de la jeunesse au Cameroun aujourd'hui avec son ambition. Il a son discours bien à lui, et qu'il vous plaise ou non, de toutes les façons, chacun se fera une idée. De toutes les manières aussi, les dés sont jetés. Il faut aller faire un choix, quel qu'il soit. Merci beaucoup. Restez avec nous. On prend une pause et puis la deuxième partie. D'amour en guise de transition. Il semble qu'aujourd'hui, 6 juillet, journée internationale consacrée aux bisous, aux baisers. Donc, c'est ce qui se dit. Si vous êtes amoureux autour de vous, eh bien, n'hésitez pas. On va prendre quelques messages pour la suite. Voilà, aujourd'hui, mon papa a 5 hectares de cacao à Kumba, mais on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est par rapport à l'histoire, à la chronique de Charles Armel. C'est Armel de Kumba qui nous écrit. Un autre message qui nous dit que le kilo de cacao coûte 700 francs et le sachet de fongicide coûte 650 à 700 francs. C'est Bernard Ledoux depuis Loum. Voilà, donc on a même surestimé le prix du cacao. C'est entre 700 et 1200 comme on a dit. Ça veut dire que ça n'a pas beaucoup évolué par rapport aux années passées. Hein. Ça a chuté. Ça a énormément chuté. Ça veut dire quelqu'un qui a 2-3 sacs. Un sac, c'est combien de kilos à peu près? 50, ça va entre 50, 60 kilos, oui. Voilà, donc par rapport à l'histoire du jour, on a Ndoki de Bounaberi qui nous dit « Je conseille à la veuve et à l'oncle de bien dialoguer, même si ça dure pour le bien de leurs enfants, car il y aura un sérieux impact sur eux. » Le problème, c'est pas la veuve, c'est les enfants. Voilà. Le problème, c'est pas la veuve. Le problème, c'est le défunt. Non, c'est les enfants. Le défunt est Parce que l'oncle va s'approcher comment? Les enfants vont constituer une barrière en disant que tu vas aussi venir tuer notre mère. Il y aura une sorte de barrière. Et donc un autre message qui nous dit à propos qu'il n'y a pas de mort simple en Afrique, que tout est mystique et les malchanceux écopent, d'où les divisions cessées depuis Mbouda. Et donc voilà, on a un autre message qui nous dit que excusez-moi, donc par rapport à notre invité qui était là, un message qui nous dit que l'invité cherche à briguer un bon poste en passant par les jeunes, et dès qu'il l'aura eu, il va oublier ça aussi, qui accuse maintenant. Ça aussi, c'est une habitude bien de chez nous depuis quelque temps. Dès que quelqu'un manifeste son engagement, on se met à s'interroger qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il... Bon, on voit ça de plus en plus et c'est bien dommage. Et malheureusement, c'est pour ça que dans cette indolence et cette indifférence caractérisée, généralisée, le changement n'arrive pas. Conséquence, l'ordre gouvernant en place va continuer de régner parce que les uns et les autres voient toujours toute manifestation d'ambition quelque chose qu'on recherche. Depuis 15 ans, c'est ce à quoi nous sommes habitués dans les villages. Pour un peu que quelqu'un descende dans les villages, qu'il organise, je ne sais pas moi quoi, des cours de vacances, qu'il descende dans un hôpital donné ou un centre de santé intégré, fait des dons en matériel. À la fin, vous le voyez toujours en train de revenir plus tard, se repositionner. On n'a jamais vu des gens venir faire des dons véritablement volontaires, altruistes, et disparaître complètement la situation. Tout ce qui nous ont habitués dans nos villages, dans nos différents arrondissements et quartiers, c'est que lorsqu'ils donnent, ils attendent en retour quelque chose. Et puis disons-le, si c'est du domaine de la politique, celle-ci est destinée justement à être récompensée. Ça se voit, même Emmanuel Macron en France, tous ceux qui ont travaillé avec lui, son numéro 2, Richard Ferrand, après avoir été ministre, aujourd'hui il est président du groupe parlementaire à l'Assemblée, son porte-parole Castaner, il est ministre, ils sont, tous ceux qui ont travaillé, ils sont normal. Les gens n'ont pas du fait, on voit en lui quelqu'un qui attend quelque chose. Mais il se donne des moyens physiques, intellectuels et peut-être financiers pour rassembler tous ces jeunes, espérant que demain, il va briguer un poste plus moi, je pense que l'ambiguïté s'y vient au fait que les gens, le peuple voudrait une ligne de démarcation. Soit vous êtes pour le régime, soit vous êtes contre le régime. Voilà. Et vous ne pouvez plus adopter l'attitude à la Issa Tiroma, en disant que moi je suis pour le président de la République, je combats le RDPC. Ça ne tient plus. On a vu ça aussi. Pour un jeune parlementaire comme ça, il a fait une bonne analyse de la situation en disant c'est mauvais. Mais maintenant, comment débloquer? Comment il n'arrive pas à franchir le pas en disant par exemple que non, c'est le président de la République qui a un problème. Il n'arrive pas à le dire. Maintenant, qu'on soit du régime ou pas en bon boc, je crois que l'objectif à l'arrivée, c'est qu'on
on puisse être récompensé un jour et montrer ses capacités de leadership, de gestion des affaires de la cité. Je crois que c'est légitime aussi, s'il a même cette ambition-là aujourd'hui. Oui, oui, c'est légitime, absolument. Mais s'il faut renforcer le pouvoir en place qui a amené le peuple dans ces sens, bon, il faut accepter que certains citoyens se rétractent un peu. Mais c'est déjà bien de s'engager et il faut s'engager. Voilà, il y a un téléspectateur qui nous écrit depuis la France qui nous dit que le chocolat le plus cher en France, le cacao à base duquel il est fait vient du Cameroun. Et un autre message de Soldano qui nous écrit depuis Loum, qui nous dit « Je parle avec le cœur meurtri. Les cacaoculteurs du côté de Loum vivent dans une misère totale. La production a chuté et le peu que nous avons, le prix du kilogramme est à 800 francs, parfois 825 francs et parfois 850 francs en fonction des coxeurs. Les produits phytosanitaires sont en hausse. Nous ne savons pas comment nos rentrées scolaires et académiques se dérouleront. » Voilà, vous enchaînez donc une fois avec la revue des réseaux sociaux de ce jour avec ce qui a retenu votre attention. Voilà la revue des réseaux sociaux. Donc, comme première actualité, on va parler de 500 kits de dialyse déjà réceptionnés à Douala et qui attendent d'être diligentés à Yaoundé. Et on apprend que 4500 kits de dialyse sont attendus d'ici dimanche. On se souvient qu'il y a quelques jours encore, il y a eu un mouvement d'humeur du côté de l'hôpital général de Yaoundé, donc des malades d'insuffisance rénale qui ont crié leur ras-le-bol, qui ont barricadé l'enceinte de cette formation sanitaire parce qu'ils exigeaient qu'il y ait plus de kits de dialyse pour pouvoir suivre des soins. Donc le ministre de la Santé publique, voilà, André Mamafouda, qui a donc promis que justement ces kits de dialyse étaient en route pour le Cameroun et ils ont commencé à arriver. On ne peut que peut-être dire merci, pour une fois peut-être une promesse. Alors oui, si vous voulez, vous dites merci, mais moi je suis gêné avec la navigation à vue. On ne peut pas tout le temps apporter des solutions lorsque les gens ont commencé à mourir, lorsqu'il y a des revendications. Gérer, c'est prévoir en réalité. Quand vous êtes en fonction, vous devez prévoir toutes ces choses. Donc on n'a pas à dire merci pour quelque chose qui est normal, qui est logique et qui aurait pu être fait et qui, parce que ça n'a pas été fait au bon moment, a déjà entraîné quelques pertes en vies humaines. Et au-delà de tout le stress que ça a pu générer, vraiment, je crois que ça mérite plutôt de condamner davantage pour dire que forcément c'était possible d'avoir ces kits-là, mais vous ne les avez pas mis à disposition au bon moment. Donc, conséquence, vous devez être sanctionné et critiqué pour cela. Mais ça, c'est vrai. Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui, il a fait pire que ça? Et il a fait pire que ça. Est-ce qu'on l'a sanctionné? Je crois je conseillerais même à son créateur de peut-être encore le récompenser. Ça, c'est entre guillemets, hein, pour employer l'expression propre aussi à quelqu'un qui avait dit qu'il est la créature de X ou Y. Non, ça, c'est un peu plus grave que ça. C'est un peu plus grave. Je pense que dans tous les différents départements, il y a des services qui sont censés s'occuper de la gestion du matériel, de la gestion des équipements. Lorsqu'on se rend compte que les kits sont finis, les kits qui sont composés même de quoi, Sam Severango? Comment vous pouvez me dire qu'au Cameroun, encore aujourd'hui, on importe le glucosé? Qu'on importe le salé, c'est-à-dire au Cameroun, c'est comme le salé, moi j'appelle le salé. C'est comme l'eau salée. Oui, l'eau salée. Qu'on importe encore le glucosé au Cameroun, ça vraiment, arrêtons un peu cette histoire. Arrêtons un peu cette histoire. Il veut dire que lui, ministre Mamafouda, ne peut pas se déplacer, il va aller en Inde. En Inde, où envoyer des Camerounais aller se former. Il y a plein qui sont arrivés avec ces projets pour monter sur place des industries de fabrication de certains produits pharmaceutiques. Je vous ai dit qu'en biochimie, en première année biochimie, la première chose qu'on enseigne aux étudiants, c'est comment faire les analgésiques, comment faire le paracétamol. C'est la première chose. Ça veut dire qu'en première année, un élève qui sort de la première, un étudiant qui sort de la première année biochimie est capable de vous produire sur le marché les paracétamol. Comment ne pas pouvoir atteindre ce gap à ce niveau au Cameroun? Comment est-ce qu'il faut que tout le temps, on a les gars qui souffrent de VIH-Sida, on a les gars qui souffrent du cancer, on a les gens qui souffrent de l'hépatite, on a les gens qui souffrent... Mais arrêtons un peu ça. C'est aujourd'hui qu'ils sont au courant de ça. Bon, tendance, on va dire tout de même... Non, moi, ce que le ministre a fait, je lui dis encore merci. Félicitations, parce que même s'il n'avait pas donné à temps, les gens allaient dire que non, est-ce qu'il pouvait donner?
Mais il a donné, vous voulez même quoi? Vous voulez le beurre et la jambe du beurre. Il y a des moments où il travaille au point où il oublie. Et il faut qu'on bavarde comme ça pour qu'il se réveille, pour qu'il sache que non, il est comme ça. Oui. En plus, même il ne peut pas faire. De temps en temps, il s'oublie, c'est ça? Non, parce qu'il travaille aussi beaucoup, Sam. Il n'est pas seul, c'est quand même un ministre. Avec Un ministre, même le sommeil, je me demande parfois s'il dort même. Même pas seulement lui, des ministres même qui nous regardent ce matin. Où ils font même comment pour dormir, je ne sais pas. Mais il faut qu'on bavarde un peu. On appelle les médias pour qu'ils disent ah, bon, il fallait telle chose. C'est toujours bien. C'est pour ça que je dis à papa, le peu que vous avez donné, on prend aussi, on dit, mais si on commence à soigner encore ceux qui sont vivants. Mais on attend dimanche. Papa, cher pilote, où ça vient que dans le bateau, ou c'est dans l'avion, soyez prudent, pardon. On attend ça impatiemment. Bon. Pour ceux qui sont dans mon nom, Très bien. reposez en paix. Votre analyse sur cette information? Je ne vais pas être long, Sam, je partage votre point de vue. Ça, c'est un acte, j'allais même dire, d'assassinat programmé. C'est une dette parce que le gouvernement est resté sans avoir voulu régler une dette d'1 milliard de francs qui a été contactée dès la demande. Lorsque vous dites, faites-moi les 6000 kits, on sait que ça coûte tant et on vous donne un délai et que le fournisseur a d'abord donné un premier échantillonnage et une première livraison en attendant qu'on paie le reste. Pourquoi n'a-t-on pas payé précisément? Là, c'était un assassinat programmé. Et on a donc eu peur que, effectivement, on en aboutisse à cela et que la Human Rights Watch nous tape dessus. C'est pour ça qu'on s'est empressé, parce que là, on n'a même pas tout payé. C'est 750 millions qu'on a donné, il reste 250 millions. Et quand on va attendre que qu'il y ait encore des prochaines vagues, peut-être le mois prochain, dans 2 mois, mais c'est pas sérieux. Et Sam, comme je disais là, où ça vient que dans l'avion ou dans le bateau. Si ça vient dans le bateau, je ne vais pas entendre que le bateau a chaviré. Allez mollo, parce qu'il s'agit de la vie ou la mort des citoyens camerounais. Donc, roulez doucement, vous venez nous livrer les appareils en bon état. Nous sommes des dimanches. Pardon, je vous en prie. Très bien. Alors, Megui, est-ce que bon, les kits vont servir à quoi? Bon, expliquez-nous en réalité, pour les insuffisants rénaux, est-ce que ça peut les maintenir en vie? Pour combien de temps encore lorsqu'ils en bénéficient? Mais oui, ça peut les maintenir en vie parce que ce qu'il décrit, c'est de ne pas subir le nombre exact de dialyse à la semaine. Je crois que c'est prévu, 3 ou 4. 3 séances par semaine. Voilà, par semaine. Donc il y en a qui en reçoivent une seule. Il y en a qui, depuis 2 semaines à 3 semaines, n'en ont même pas reçu. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour un insuffisant rénal de ne pas pouvoir faire ces séances de dialyse parce que les reins ne fonctionnent pas normalement comme chez un être humain normal. Vous risquez de subir une infection généralisée. Une infection généralisée, voilà. Donc il faut pouvoir évacuer ces déchets-là. Et quand il n'y a pas justement ces kits qui existent mais qui sont extrêmement insuffisants, avec le nombre de malades qui est aujourd'hui à, je crois, 2 millions dans l'ensemble du territoire camerounais. Justement, ce nombre-là peut-il permettre, en termes... c'est toujours insuffisant. C'est insuffisant, il faut se le dire, parce que c'est un nombre de kits de dialyse qui sera reparti, je crois, dans l'ensemble des formations. Et voilà. Sachant que, justement, il y a dans toutes les régions des centres de dialyse, mais qui ne fonctionnent pas. Il n'y en a que pour Douala et Yaoundé qui fonctionnent normalement. Et c'est ce qu'on décriait ici, justement, cette centralisation de tout sur les grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala, et puis l'oubli que subissent d'autres villes. Et ça m'énerve, parce que, cher docteur, comme vous me regardez, la chère docteur, les professeurs docteurs, c'est que la science a évolué. Regardez s'il y a même un vaccin contre ces maladies-là, contre l'insuffisance rénale. Quand ma personne est malade, elle dit que maman t'a dit que tu as quoi? Quand j'entends seulement, je ne peux pas entendre parler du cancer, de l'hépatite, du VIH ou encore l'insuffisance rénale là. S'il y a un vaccin contre toutes les maladies là, papa, pardon, recherchez encore. Je sais que vous pouvez. Cherchez, pardon. Je vous parle avec la main sur le cœur. Peut-être qu'à une prochaine émission, avec un spécialiste, on rentrera au cœur des causes profondes de l'insuffisance rénale. Qu'est-ce qui cause ça? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce que c'est une pathologie évitable? Mais elle est dangereuse parce qu'elle tue et rend la personne vulnérable pendant une très longue période. Donc il vaut mieux être
préoccupé par Même le les enfants sont sort de ces personnes qui en souffrent. Même les enfants sont dedans ensemble. Oui. Oh. Mais Guy, la suite. Voilà, on s'est réveillé ce matin justement sur une triste nouvelle qui fait état de la mort de Abraham Tchato, ancien maire de Douala 2e, justement entre 2002 et 2017. On se rappelle qu'il a été aussi ancien dirigeant de l'Union sportive de Douala, ancien du bureau directeur de la Ligue de football du littoral, ancien militant UNDP et mort militant du RDPC. Et puis il s'est aussi fait remarquer justement dans la lutte contre la dépravation des mœurs. On se rappelle qu'à une certaine époque, il a interdit aux jeunes filles le port de la mini-jupe. Donc, Abraham Tchato qui nous a quittés et ça a laissé tout le monde assez perplexe. Charles Armel, Machou. Oui, il faut dire que c'est un grand homme qui s'en va, monsieur le maire. C'est vrai que il a eu des bons et des mauvais moments lorsqu'il était à la tête de la mairie de Douala 2. On lui reprochait ci et ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui a apporté beaucoup à la mairie de Douala 2 de par son dynamisme, de par son engagement, de par, on va dire, la révolution quand même qu'il a apportée de ce côté de Douala 2. On ne peut que lui souhaiter d'aller se reposer, que la terre de ses ancêtres, à Bazou, lui soit véritablement légère. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire. Ça me regarde. Ce n'est pas que quand quelqu'un meurt qu'on parle bien de lui. Je vais parler, c'est un témoignage. Oui, vas-y, rapidement. On ne manque pas sur le nom des morts. Ça, c'est un homme qui a aidé les artistes. Moi-même, il m'a aidé, je reconnais. Donc, papa repose en paix. C'est le chemin de tout le monde. Il a souffert, amoureux, il a été très malade. Donc, repose en paix, de rester souffrir. C'est mieux d'aller se reposer. Chers artistes, donnez au deuil. Parce qu'on vous connaît. Vous allez rester dans les couloirs, faire la talakou. J'espère que tous les gens qui ont chanté pour son nom, à l'époque là, vont venir au deuil. Vous allez rester au sous-quartier et dire que Abraham Tchato. Et il a même interdit les mini-jupes. Abraham Tchato ne connaît pas les marabouts. Non, il va aller au deuil. Mais pour les filles qu'on a sauvées à l'époque des mini-jupes là, partez au deuil parce que moi, je serai au deuil. Il faut quand même dire qu'il y a un fait qui m'avait marqué, Sam Severango, c'est que durant tout le déploiement de l'opération Épervier, lorsqu'on arrêtait des gens, difficilement vous entendez parler qu'un X ou un Y était allé rendre visite. Je me rappelle que au lendemain de l'interpellation de Guiliefa, il avait fait le déplacement. C'était le seul qui avait fait le déplacement pour aller rendre visite à Guignéfa. Ça avait soulevé tout un tollé. On avait dit, il n'a pas peur, est-ce qu'on ne va pas sortir ses dossiers? Comment est-ce qu'il parle? Non, c'était comme les pestiférés qu'il fallait absolument fuir. Il a dit, même dans le moment de déboire, je vais rendre visite parce qu'une Guinéfa, c'était son ami. Donc je pense que c'est un petit témoignage qu'il fallait faire pour dire quand même que sur le plan social, c'était un homme présent. Et je crois qu'on a eu l'occasion, nous ici à Equinox, à travers l'émission Dimanche avec vous, de lui rendre véritablement cet hommage, de le recevoir et parcourir un peu sa vie. Voilà, bon, je vais mettre un petit bémol quand même parce que on ne va pas que dire du bien. Il faut rester à peu près objectif aussi. Monsieur Tchato avait le reproche au plan politique d'être un peu transhumant. Donc entre l'UNDP et les RDPC, les va-et-vient qu'il a pu faire à ce niveau-là. Et même lorsqu'il sort de la mairie de Douala 2e, je ne pense pas que c'était de façon tout à fait glorieuse aussi. Comme tout le monde qui peut avoir quelques défauts, bon, disons tout simplement qu'on va s'attarder sur ses qualités, puisqu'il nous quitte. Il nous quitte quand même dans des conditions assez regrettables, parce qu'il a été longtemps malade. Et là, comme Charles Armel le dit, on n'a pas vu beaucoup de personnes à son chevet. Oui, tout à fait. Et même, je parle du monde sportif, il a quand même dirigé l'Union de Douala à une certaine époque. Et la Ligue régionale de football du littoral. Au point où même sa maladie, je ne sais pas, ça n'a pas été annoncé dans des réseaux et bon, apparemment on ne citait même plus son nom. C'est pour ça que je ne comprends pas. Toutes les personnes qu'il a pu aider de son vivant, Abraham Tchato n'a pas bénéficié du retour de toutes ces personnes-là. Et c'est ce qui est grave. Il n'en a vraiment pas bénéficié et là on peut le regretter. Voilà, la mairie de Douala 2 qui est donc en deuil, une mairie qui est en réunion ce jour, un conseil municipal qui s'y tient depuis cette matinée, donc pour, dit-on, valider le compte administratif de l'exercice 2016. Nous sommes en 2017. Bon, en général, les réunions dans ces mairies-là, ça sert simplement à valider les gros budgets et tout. Mais sur le terrain, concrètement, il y a très peu de réalisations. Mais c'est de belles occasions également où les conseillers viennent pour se remplir quelque peu les poches parce qu'il y a beaucoup de frais de présence en ces occasions, y compris les journalistes qui accourent toujours en ces occasions, rappelons-le. Donc, il y a événement là-bas ce jour, mais n'oubliez pas d'observer une minute de silence
en l'honneur de Abraham Tchato qui nous a quittés depuis hier. Megui, la suite. Voilà donc la dernière information, tout aussi triste, qui fait état d'un accident mortel sur l'axe Lourdes-Douala-Yaoundé. Donc un gros porteur d'une agence de transport interurbain qui a quitté la chaussée justement pour éviter de rentrer en collision avec un camion. Et cet accident qui s'est révélé mortel et a fait quelques victimes, on en dénombre je crois 2 ou 3, qui a été regretté par les internautes. Un accident de plus, un accident de trop. Et le gouvernement ne fait toujours rien, Sam. Parce que maintenant, avec le projet d'abandon finalement de l'autoroute Douala-Yaoundé, on envisage plutôt élargir cette nationale numéro 3 qu'on appelle Axe Lourd. Je ne sais pas où on allait trouver cette nomenclature-là. Et aujourd'hui, vous verrez que la société qui a été requise pour réprifoler, vous avez parlé, le ministre Nganou Messi a parlé de... Réaménagement confortatif. Voilà, réaménagement confortatif. C'est justement ces réaménagements confortatifs qui nous causent donc ces désagréments-là, au point où on a effectivement dégagé les abords, mais les trous restent. Bon, il faut en même temps un bon bloc aussi que les gens soient disciplinés. Si vous savez que la route en question est crevassée, qu'il y a un trou à chaque kilomètre, allez-y tout doucement aussi. Hein, Ouais, absolument, ça c'est aussi la prudence. Mais et ce qui m'énerve, c'est que c'est dans les vacances. On amène nos enfants en vacances. Chers chauffeurs, soyez même prudents, non? Moi, je vais encore interpeller les patrons d'agence, les boss. Que pardon, pour demander à un chauffeur de conduire, il doit avoir son permis. Il ne doit même pas boire avant de prendre le volant. Il faut veiller sur tout ça parce que nos enfants vont aller en vacances. Nos enfants vont rentrer en vacances et ils doivent franchement se reposer. Pardon. Je vous parle comme ça avec la main sur le cœur parce que les gens qui sont morts sur l'axe Lourdes-Douala-Yaoundé, c'est ma famille. Quand un citoyen meurt, c'est toujours moi. Nous sommes en deuil. Je ne veux plus entendre parler de ça. Quand c'est comme ça, je panique comme ça parce que demain, je vais voyager pour le deuil, l'enterrement du père d'Aribel. Quand vous faites comme ça, je suis même stressé. Oh, il faut vous êtes d'accord que nous ayons des axes lourds qui souffrent d'un problème d'éclairage dans un pays où les transports engloutissent beaucoup? Je vous ai dit que si le français n'avait pas existé au Cameroun, je ne sais pas si on parlerait de Cameroun. Vous parlez de confort, vous avez dit quoi? Revêtement confort. Réaménagement. Réaménagement confortable. Vous suivez le français? Ils aiment bien parler français dans ce pays, ça me fait là. Si ça n'avait pas existé vraiment, des expressions comme ça, on en écoute tous les jours. Comment est-ce qu'un gars qui vient nouvellement de souffrir un véhicule va-t-il maîtriser l'axe routier qui exige une certaine vitesse, Sam Severango? Comment voulez-vous que même l'aménagement, pour parler comme au quartier, le simple défrichage des axes routiers, l'aménagement là, pour nettoyer les sissongos, on ne parvient pas à le faire sur les axes routiers. Regardez, sur l'axe Douala-Yaoundé, à des moments vous prenez le virage, vous ne voyez pas, il n'y a pas de visibilité, même en journée, il n'y a pas de visibilité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? On a besoin. Le minimum, oui, il n'y a pas. On est d'accord, il n'y a pas. Mettez au moins l'éclairage. Alors, Douala-Bafoussam, c'est la nationale combien? Ou Yaoundé? Alors là-bas, c'est bien plus triste aussi. Hein, non, c'est grave. Peut-être 985 trous à ce moment. On va atteindre 1000 bientôt. 1000 trous bientôt. Mais moi, j'ai un double coup de gueule. Hein. C'est-à-dire que, envers, oui, les pouvoirs publics, l'État, qui nous laisse dans cette triste situation-là. On voit l'état des routes. Quand vous partez de Douala pour l'ouest, il y a des crevasses sur la chaussée. Il y a des loés. Voilà. Il y a des crevasses. La route est impraticable. La route n'est même pas matérialisée. La route n'est pas éclairée. C'est pareil pour Douala-Yaoundé. C'est la même chose. Mais maintenant, je suis d'accord que l'État a tout à refaire sur ce plan-là et sur d'autres plans. Mais il faudrait quand même que nous, même les citoyens, parce que je doute fort que même avec la construction de l'autoroute, que des comportements déviants soient décriés. Il faudrait que les Camerounais, je ne sais pas, qu'ils aient un peu de conscience quand même. Quand on parle de la vie humaine, il faudrait qu'on puisse faire des compromis. On a cette route-là qui est une piste, comme l'appellent beaucoup de gens, c'est une piste. Alors, tenant compte du fait que c'est une piste, mais que les gens arrêtent. On dit... Alors, quand vous dites les gens, il y a deux types, il y a deux catégories. Les
chauffeurs-conducteurs de bus qui transportent les usagers et ceux qui sont dans leur véhicule personnel. Vous êtes dans votre propre voiture. Est-ce que vous êtes obligé d'accélérer parce que ça l'exige, comme le dit Charles Armel? C'est pour ça que vous pouvez aller à 60 à l'heure et arriver. J'en viens. Vous pouvez Il y a une vitesse, c'est pas 60 non, ça c'est mais dis, tu permets, j'ajoute de l'eau en disant que toutes les agences de voyage ont plombé. Ils ont plombé enfin, je ne sais pas comment ils appellent la pédale de vitesse pour empêcher que les chauffeurs aillent à plus de 90. C'est pour ça que je dis qu'ici, il est question déjà de la protection, la préservation de la vie humaine. On peut passer outre des règles qui sont préétablies en tenant compte des réalités sur le terrain. Si on sait que, bon, sur des autoroutes, même à l'étranger, on peut aller à 100, 120, c'est parce que les conditions nous le permettent. Ici, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, il est inadmissible que quelqu'un qui se retrouve sur une piste comme celle qu'on a va à 100, 110 à l'heure, 110 à l'heure, fasse des dépassements et il porte des gens derrière lui. Que des chauffeurs qui ont des gros porteurs parce qu'ils veulent faire 3 tours aller-retour pour se faire de la thune, ils mettent la vie des gens en danger comme ça. Je suis contre ce point de vue, mais Guy, pour la simple raison aujourd'hui on a plombé. C'est moins la responsabilité. Les chauffeurs, c'est les usagers, les chauffeurs personnels. Parce qu'ils veulent faire 2 gestes là, 3 gestes là, et 2 gestes là. Je m'adresse à tout le monde. Je ne suis pas en train de m'adresser aux chauffeurs de gros porteurs. Je m'adresse à tout le monde. Celui qui conduit un bus, celui qui conduit sa voiture personnelle, parce que c'est tout le monde qui est impliqué. Si vous respectez le code de la route, si vous respectez la vitesse qui a été autorisée, l'autre en face peut-être ne la respectera pas. Et en cas d'accident, vous qui êtes correct, merci, vous allez en payer. On est arrivé à c'était donc la revue des réseaux sociaux avec cette dernière information qui fait état de cet accident survenu cette nuit entre Sombo et Boumiébel. Voilà. Bon, voilà. De toute façon, on parle entre 2 et 3 morts pour l'instant et plusieurs blessés graves. Donc attention encore sur les routes. C'est la période des vacances. Allez-y tout doucement pour la préservation de vos vies et de nos vies en même temps, de nos enfants. On prend interpellation. Nous avons une difficulté dans notre pays maintenant, présentement, par rapport, vous voyez les petits artisans comme nous, les petits débrouillards comme nous, quand on ouvre un petit atelier, vous voyez les taxes, tel contrôle vient, à chaque tour il y a des contrôles, on ne connaît pas exactement à quel contrôle on doit être fixé pour payer certains droits, pour être libre. Parce que 2 minutes, tu vois, il y a celle-ci qui arrive et ça nous empêche beaucoup de ne même plus trop réfléchir. On ne sait même pas de quel côté on doit prendre. S'il faut aller au champ, ou il faut rester tué dans la technique, dans ce qu'on fait. Je vais rebondir sur ce plan. Je prends notre plan. Lorsque vous arrivez à l'entrée de Yaoundé, quelle que soit l'agence dans laquelle vous vous trouvez, au niveau de Mbankomo, il y a un poste de police spécial qu'on avait mis à l'époque de la menace de Boko Haram, soit dit en passant, qui devait rentrer à Yaoundé, où systématiquement on interpelle les bus. On demande aux usagers de descendre. Tout le monde descend. Tout le monde descend, marche à pied sur environ 100 à 200 mètres pour aller attendre le bus. Ce n'est pas qu'on fouille le bus, ce n'est pas qu'il y a le détecteur de métaux, c'est juste la présentation de la carte nationale d'identité. J'interpelle là aujourd'hui, à cause de ces contrôles, j'interpelle aujourd'hui le délégué à la Sûreté nationale, Mbargangele. Je m'interroge à ce niveau, Sam Severa, sur les dangers que représente, quelle que soit l'heure. Tous les bus systématiquement s'arrêtent. Les agressions, les intempéries, on demande de descendre et de marcher. Que vous ayez le parapluie ou non. Mais on va où dans ce pays, Sam Severa? Mais en même temps, Charles Armel, c'est pour des bonnes raisons. Hein. Il faut bien fouiller. Est-ce qu'il fouille le bus? Non, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche là? Est-ce qu'il fouille le bus? On recherche les Camerounais qui n'ont pas de carte d'identité. Est-ce qu'il fouille le bus? Je m'attendais à ce qu'on demande tout le monde de ça, qu'on utilise des appareils
qu'on utilise des chiens renifleurs qui vont rentrer, contrôler le bus s'il n'y a pas de drogue, s'il n'y a pas qu'on demande au chauffeur de soulever toutes les soutes, qu'on contrôle les bagages. Mais tel n'est pas le cas. Juste la carte nationale d'identité, ceux qui n'ont pas, même les invalides, les malades croulants dans le bus, on demande de descendre et de marcher. Donc pour revenir à la question du contrôle, vraiment c'est trop de contrôle. Que ce soit sur l'axe de Yaoundé Douala, que ce soit aujourd'hui même c'est des bagarres. Si vous avez la chance un jour de voyager et qu'on a pris le chauffeur dans lequel vous êtes un peu de temps, on l'a trop menacé, ça finit parfois en coup de poing entre les policiers et ces chauffeurs qui estiment que l'arnaque est un peu de trop. C'est trop de contrôle pour rien. Douala Bangaté, Douala Bafoussam, vous vous arrêtez à tous les niveaux, c'est 500 francs qu'il faut donner. Même ceux qui sont ici à Bomono, je dis Bomono, les policiers qui sont à Bomono, sont devenus plus dangereux que les routiers de Bekoko. Alors, donc, ce ne sont plus des contrôles de routine qui sont destinés à non, c'est des contrôles d'arnaque, c'est des contrôles dans la nomenclature des forces de défense et de sécurité. Il est dit que les GMI, les groupements mobiles d'intervention, sont dans les sorties de ville. D'accord, un peu à y allouer la gendarmerie, surtout la brigade routière. Mais maintenant, regardez, on dirait qu'on n'est pas dans la même institution. Comment vous pouvez trouver une brigade routière de gendarmerie à l'avant le pont de la Dibamba? Voilà. Vous les trouvez quelque part après Carrefour Mbongo. Est-ce qu'on est dans le même secrétariat de la défense chargé de la gendarmerie? Et parfois les gendarmes ont leur propre, quelqu'un a sa propre voiture personnelle, il vient la garer, je ne sais pas, il n'est pas en voiture de service, il a sa voiture personnelle. En général, ce sont les gendarmes et puis après... Voilà, effectivement, on ne peut donc pas penser que entre la même institution qui met ainsi des différents postes de contrôle et chaque fois le chauffeur est obligé de laisser 1000 francs et tout. C'est quand même un problème énorme. C'est un problème. Voilà, tendance. Je vais encore dire quoi? On se moque de nous avec les détecteurs de métaux là, interlogés à la main. Nos enfants ne respiraient plus. Matin, midi, sa maman m'a fouillé. Tu ne penses tu ne peux pas prendre un pot. Tu arrives, on te fouille. Maintenant, non. Innova, c'est en anglais qu'il n'y a plus. Il n'y a plus. Et on avance avec mon pays. Bon, maintenant, on parlait tout à l'heure de limitation de vitesse. Il y a eu d'autres types de contrôles au niveau des radars. Alors, je voudrais leur conseiller, puisque c'est bien de mettre des radars, même si on n'a pas encore des radars automatiques comme sous d'autres cieux, parce que les radars de chez nous, en général, c'est un gendarme ou un policier embusqué quelque part, avec l'appareil qui vous flash. Maintenant, ça peut contribuer à limiter les vitesses. Mais quand vous savez déjà qu'à tel endroit, il y a le radar, alors quand vous vous en approchez, vous allez ralentir obligatoirement. Donc il faut un peu varier un peu les postes de positionnement de ces radars-là pour que ça ait de l'efficacité. Voilà. Et ils vont se cacher vraiment ensemble. Quand vous voyez là qu'ils vont se cacher, c'est dans les Sissongo. Ils ne peuvent se placer que là on va les voir. Est-ce qu'ils n'ont pas peur de l'air? Non, dans les Sissongo. Non, on les voit. Sam Sévérin, on les voit toujours. Et ils s'arrangent à ce qu'on les voit. Mais parce que lorsqu'ils vous flashent, vous vous rendez compte qu'on vous a flashé et vous avez le choix. Soit vous allez dépenser 15 000 devant, soit vous faites demi-tour, vous finissez avec lui. Donc, il le temps aussi, c'est quand il n'aura pas le gombo ça. Il doit être visible. Vous dites, je vous ai flashé, je vous ai vu. Donc, vous passez, vous avez le choix. Le plus grand fléau du Cameroun, ça revient toujours et ça gâte tout, c'est la corruption. On pourra dire ce qu'on veut dire, mais la corruption... Dans le poste de payage, de combat, poste de flashage. L'autre truc, c'est que quand vous arrivez, souffrez, je vais vous faire une démonstration. Quand vous arrivez, vous voyez un policier en route avec une feuille comme ça, il est en route comme ça, il regarde. Lorsque vous arrivez, vous stoppez, dites, monsieur, vous venez d'être flashé. C'est comme ça qu'on flash dans un pays comme le Cameroun. Oui, puisqu'il envoie par SMS. Non, il envoie par SMS. Il envoie votre circulation par SMS. Mais il n'y a pas d'appareil où lorsqu'on vous flash directement. Je pense que ici, pour ce qui est du contrôle de tout et de n'importe quoi, je crois qu'on doit remplacer les hommes par des machines. Tant qu'il y aura des hommes, ça ne va pas marcher avec la mentalité actuelle des Camerounais. Il faut qu'on remplace tous ces gens, même les policiers, la part des machines. Voilà, merci beaucoup cette interpellation. Trop de contrôles, trop de taxes et autres pièces exigibles sur nos routes en direction des motos, des camions, des bus et des véhicules personnels. Bon, maintenant pour les véhicules personnels, c'est un peu rare quand même. Parce que tous ceux qui ont des grosses voitures 4x4 ne sont pas tout le temps contrôlés. C'est quelque chose qu'on devrait dénoncer aussi. Voilà. On va aller prendre nos amis de African Shopping Complex International. African Shopping Complex, la beauté africaine.
Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, il s'agit d'un partenaire maison, comme vous avez pu vous rendre compte. Tous les mardis et les jeudis, on va donc parler d'esthétique générale, d'harmonie du couple, de massage et de dégraissage. Et pour la présentation de ce jour, nous avons Ethel et Simone Coco. Bienvenue, bonjour. Merci, bonjour Sam Sévérin Ango, bonjour à tout le panel, très charmant ce matin. Et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs du Zénith et bien sûr fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International, la maison par excellence du bien-être. C'est ça, ça y est, du côté de Yaoundé, depuis lundi, nous y avons déposé nos bagages. On va d'une promotion qui a également été revue à la promotion. Question de faire repartir tous les consommateurs de ce côté-là avec plein de lots. Et pour ces personnes-là qui ne sont ni à Douala ni à Yaoundé, rassurez-vous, on peut vous faire parvenir vos produits par colis express. Il suffira tout simplement de composer les numéros, de passer commande et bien sûr vous serez servi et satisfait. Vous rêvez d'avoir une belle peau sans boutons, sans points noirs, sans acné, une peau qui respire le bien-être, une peau qui respire le bon soin. C'est très simple. Vous avez bien sûr besoin de notre très magnifique savon, le savon SR Carambola Soap, qui représente la large gamme d'esthétique générale, la gamme bien sûr qui tout simplement s'appelle SR Carambola Spa. Donc le savon représente justement ces gammes-là et à travers ce savon, mesdames et messieurs, on vous assure une peau parfaite, une peau belle, à l'abri de toute impureté, à l'abri de toute imperfection, parce que ce savon permettra d'uniformiser votre teint et de nettoyer votre peau de toutes les saletés. Il est également constitué en pack de famille, donc dorénavant, monsieur ne discute plus le savon avec madame. Les enfants ne volent plus le savon de maman. Non, vous avez également le pack famille justement qui sera nécessaire et attribué à toute la famille. Ça m'a dit, voilà, tout à l'heure, c'est la journée internationale du baiser. Le baiser qui traduit l'amour que reflète notre harmonie du couple. Et justement, sur ce plateau, donc, mesdames et messieurs, on a décidé d'harmoniser vos couples, de vous apporter de la joie, du plaisir, de la bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a que lorsque madame touche monsieur à 20 h, je suis fatiguée. À 3 h, je suis fatiguée. Hein? Et puis c'est la saison pluvieuse, c'est la saison idéale pour faire des bébés. Et même s'il ne s'agit pas de faire des bébés, dans la Bible on a dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu te joindras à une femme et ensemble vous ne formerez qu'un. Comment on va former un si on ne s'essaye pas, mesdames et messieurs? Comment on va former un si tout le temps on est fatigué? Il faut justement vous activer. Et pour vous activer, quoi de mieux qu'Active Man, qui justement vous rehaussera, stimulera votre appétit sexuel, vous donnera l'énergie nécessaire pour pouvoir satisfaire madame. Désormais, ça sera des 3 h chaud bouillant. Ah oui, Active, mesdames et messieurs, ça active. On passe donc maintenant qu'au produit de dégraissage sur ce plateau. On fait référence à notre slimming capsule. Il y en a moi des personnes qui, lorsqu'elles marchent, les autres sautent. Tellement ça fait brou brou brou, donc tellement il y a tremblement de terre. Il y en a marre lorsque vous portez vos vêtements, vous vous rendez compte par exemple que la chemise ne se boutonne plus, alors que le pantalon n'arrive plus à se fermer parce que vous avez énormément pris de graisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement vous dégraisser. Et le dégraissage African Shopping Complex passe par notre slimming capsule. C'est l'un des produits constituant bien sûr la large gamme de produits de dégraissage que nous avons et permettra ainsi de brûler toutes les graisses reparties sur toutes les différentes parties du corps, que ce soit au niveau des bras, du ventre, du fessier, des cuisses, même les parties les plus cachées. Slimming Capsule ira à la chasse des graisses et bien sûr vous en débarrassera. On fait vraiment référence sur ce plateau à notre vibro-shape, voilà, qui est justement cette magnifique ceinture que vous arborerez sur la partie concernée. Le vibro-shape qui viendra également travailler la graisse sur la partie ciblée. Avec le vibro-shape, bien sûr, c'est une graisse qu'on met à la poubelle. Il est également adapté pour les femmes qui viennent d'avoir des bébés. Voilà, on va le préciser. Après accouchement, qui aimeraient retrouver leur silhouette d'avant accouchement, sinon voire même mieux. Avec le vibro-shape, mesdames et messieurs, surtout les dames, on vous assure que vous pourrez retrouver votre belle forme de guitare. Et pour les messieurs,
Pourquoi pas porter des chemises slim, hein? On sera plus sexy ainsi. Voilà, vous voyez la démonstration, vous savez, dans une télécommande adaptée qui vous permettra de l'allumer, d'augmenter la vitesse, de réduire la vitesse, ou alors durant 30 minutes tout simplement, de faire un sport intensif à domicile parce que lui, il est mobile, bien sûr, on le branche, il est mobile et l'effet autochauffant fait tout simplement le travail. On termine donc avec notre produit de massage sur ce plateau. Mais quand on est fatigué, quand on a passé une dure journée de travail, quand on a passé la journée à marcher, à signer, à écouter ce que le boss a à dire, ah là là, on est franchement fatigué et on n'a qu'une envie, c'est de se relaxer, c'est de se détendre. Et justement là, vous avez notre magnifique Magic Messenger. C'est un 8 en 1. Alors, il a plusieurs accessoires. On l'a dit 8 en 1. Il a 8 accessoires qui permettraient justement de cibler chaque partie du corps. Avec notre Magic Messenger, ce sont les nerfs qui sont détendus, ce sont les talons également des pieds qui sont relaxés parce qu'il y a des personnes qui passent la journée à marcher. Donc avec le Magic Massage également, vos talons sont détendus. C'est une circulation sanguine qui est rétablie et c'est tout simplement une relaxation idéale qui permettrait également d'harmoniser les liens dans le couple parce que oui, monsieur pourra masser madame, madame pourra masser monsieur et tout le monde sait ce qui s'en suivra. Alors tous ces produits, vous pouvez les retrouver dans nos différents locaux à African Shopping Complex International. Déjà nous sommes localisés au Togo, voilà, au Togo, à Lomé, immeuble City Motors 8i, au Bénin, Cotonou, derrière le stade de l'Amitié, à Douala, BP Cité SIC, derrière la Totale, en face de l'église catholique, et on l'annonce depuis lundi à Yaoundé, voilà, à Yaoundé, justement, face garantie voyage. Vous nous appelez, les codes d'accès sont inscrits au bas de vos petits écrans. Ne vous dites pas, je suis pas à Douala, je suis pas à Yaoundé, je fais comment? Vous nous appelez, vous commandez votre produit et on vous l'envoie par colis express. On ne cessera jamais de le dire, hein, avec African Shopping Complex International, c'est la beauté au naturel et une satisfaction totale. Merci à vous. Voilà. C'était donc African Shopping pour l'édition de ce jour. African Shopping Complex, la beauté africaine. Monté à 1600, 110 boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Monté à 1600 apporte le bonheur et le bien-être dans nos foyers. Fait perdre ton poids dans un temps record sans effet secondaire et sans risque de reprise. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Nous allons prendre la dernière ligne droite avec les messages, mais on vous rappelle depuis le début, si vous nous avez manqué, qu'il y a eu beaucoup de choses. L'histoire qui évoquait le cas des disparitions qui interviennent avec les interprétations qui s'en suivent, et surtout lorsque celui qui est parti a laissé un message à travers lequel on peut indexer telle ou telle personne. La colère de Charles Hamel ce jour portait donc sur la production cacaoyère qui est depuis tombée en désuétude dans notre pays. Que fait la SODECAO par exemple aujourd'hui pour défendre les intérêts de ces cacaoculteurs? Le cacao, l'une de nos matières premières qui est exploitée allègrement par des étrangers pour la production du chocolat. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Aujourd'hui, il ne produit plus de personnes qui sont riches. C'est un gros souci. Et puis notre invité qui était là pour nous parler d'engagement citoyen de la part des jeunes de la cité ou de toutes les cités. Il y a donc une autre vague de messages pour terminer, Megui. Oui, il y a donc Martial Armel de Combat qui nous dit qu'il y a 2 ans, le prix du cacao était à 1500 francs et de nos jours, il a chuté et a descendu de à moitié 800, pratiquement. 800, voilà, justement. Il faut dire que la conséquence, c'est dû au fait qu'on a eu à renvoyer toute une cargaison. Une cargaison, je ne sais pas combien de tonnes on avait renvoyé parce que c'était de mauvaise qualité. Alors, ça avait posé la problématique, ça n'avait pas été bien séché, voilà, ça avait posé la problématique du séchage, où on s'est rendu compte que la majeure partie, Sam Severa, Bombok, Megui, des planteurs, sèchent encore le cacao sur le goudron. On attend qu'il fasse chaud pour sécher le cacao. Alors qu'il y a des usines, des structures qu'on devait mettre en place
pour le séchage du cacao, pour le sécher dans de bonnes conditions et aux températures recommandées. Comment faudrait-il qu'on doit aménager une cour cimentée, comme on dit au quartier, la cour pour verser le cacao? Mais dans nos villages, il y avait aussi des hangars spécialisés pour ça. Oui, il y avait des hangars, mais on dit le mauvais, de plus en plus c'est mauvais dû au fait que ça n'a pas bien séché. C'est le goudron qui est... Est-ce que le goudron ça prend de l'humidité dans les sacs et puis il y a de la moisissure et ça détériore le goût justement Autre message. Voilà, donc l'État a oublié son rôle qui est de subventionner et de valoriser ce secteur agricole qui peut apporter énormément à notre pays. Le message n'est pas signé. Non, là, l'État ne peut plus. Justement, l'État a été pris en otage par les firmes internationales, notamment nos partenaires au développement, qui ont interdit les États africains de subventionner leur agriculture. Donc on a Kadhafi Amadou depuis Tchang qui nous écrit par rapport à l'histoire du jour. Il nous dit « Bonjour, concernant la mort, personne ne peut tuer l'autre. Quel que soit ce qui arrive, celui qui meurt a été destiné à mourir ce jour-là. Même s'il y a certaines pratiques, ça ne peut être que la cause qui était attribuée à la mort de la personne. Donc on cesse de nous bourrer les oreilles avec tel a tué tel. » Non, mais on tue. Non, mais je vais même étayer cela. Non, on parle de ce que vous appelez les femmes, les couches de nuit. Les couches de nuit où j'ai rêvé que je faisais l'amour, je me suis levé le matin. La sorcellerie existe. S'il veut nier aujourd'hui, elle existe bel et bien, que vous le vouliez ou non, elle existe. La preuve, lorsqu'on parle des loges, lorsqu'on parle des sectes, on renvoie à quoi? Parfois, mais il faut aussi apporter une précision avec aussi la permission de Bambo, qu'à un moment donné, on peut utiliser votre visage. Ça veut dire qu'on peut utiliser le visage de Megui pour vouloir venir me faire du mal. Je me retrouve à me fâcher contre Megui. Pourtant, ce n'est pas Megui véritablement qui était devant moi. Il y a des subterfuges qu'on utilise généralement et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas laisser trader certains types d'objets. Ce n'est pas qu'au Cameroun. Vous allez faire le tour de tous les hôtels en Europe, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chiffres qui ne sont pas portés sur les hôtels. Lorsque le miroir d'une blanche se casse, elle fait le deuil. Lorsque le miroir, chez eux, ils ont une considération et un culte pour le miroir. Le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est que nous n'avons pas. Donc arrêtez de croire que c'est la mission civilisatrice de l'homme blanc qui est venu vous ramener à ce que vous ne savez pas, qui vous a éclairé. Vous avez votre et toujours par rapport à l'histoire du jour, on a Genesis de Bonadibon qui nous dit « What says the results of his medical examination from the hospital ?» Donc, il est décédé. Que nous dit donc les analyses qui ont été faites peut-être s'il était malade depuis l'hôpital? Il était malade, Megui. Mais sauf que moi, il voit que c'est qu'il avait l'indemne. Le gars était dans l'indemne. Tu étais dans l'indemne. Tu peux pas être malade et tu commences à accuser les gens par-ci, par-là. Ça veut dire que demain, si moi-même, on peut m'accuser ça. Si quelqu'un m'accuse, la personne manque. Pour ceux qui m'ont connu, ils ont vu mes débuts. Peut-être même pour celui-là, même il était couché à l'hôpital. Mais je connais une histoire où un monsieur a dit « Je ne viens pas au deuil de ce monsieur, de mon frère. » C'était son frère. Il disait « Je ne viens pas à son deuil parce que dans sa vie, il a eu les possibilités de m'aider. Nous n'étions que deux à notre maman. Il a eu les possibilités de m'aider. Il n'a pas aidé. Par conséquent, qu'il reste enterré, il ne comptait pas pour moi. » Toute la famille, ça a implosé. Finalement, on a abandonné les enfants légitimes de ce monsieur. Avec le corps, tout le monde est parti. Donc, c'est dire que ça arrive dans les familles. Mais il y a toujours des voix. Moi, je déplore une chose. La seule chose que je déplore, c'est le fait que le capitalisme soit rentré dans nos familles. La cupidité extrême soit rentrée dans nos familles. Où les chefs de famille sont devenus des femmelettes. Parce que moi, les chefs de famille que j'ai connus, c'est ceux qui étaient fiers de leur pauvreté. Lorsqu'ils frappaient le poing sur la table, tout le monde s'alignait. Ou ça ou rien. Aujourd'hui, c'est l'argent. Parce que derrière, on doit les banques. Voilà. On n'arrivait pas avec Voilà, dernier message, Megui. Voilà, donc, pour ceux qui sont sur le... Bonjour à vous. L'histoire du cacao est un travail pénible et humainement dévalorisant. Le cacao n'est plus à la une pour nous, les coxeurs, car les coxeurs nous achètent le kilogramme à 850 francs et ils le revendent très cher. Nous cultivons le cacao, mais nous achetons le mambo à 150. Ça ne vaut plus la peine avec cette culture. 150, 200 francs voilà. Dans certaines 250 francs même. Ça dépend. Tout à fait. C'est ce qui est arrivé à notre gouvernement, Sam. Ici, on tient même le conseil des ministres avec les biscuits turcs. Voilà, merci beaucoup. C'est terminé. Au nom de la liberté de critiquer, depuis 48 heures, on parle abondamment de ce rebondissement intervenu donc dans l'affaire de l'assassinat présumé tragique de l'ancien évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît
Bala. Alors, nous voulons, en guise d'interpellation, ce n'est même pas une critique, nous interpellons l'Église catholique de Rome qui est implantée au Cameroun pour qu'elle aille jusqu'au bout de la logique qu'elle a enclenchée à travers la déclaration de la conférence épiscopale nationale récemment tenue à Yaoundé par la voix de Samuel Kleda qui en est le président, mais aussi et surtout la voix du porte-parole, Monseigneur Benoît Kala, il me semble bien que c'est son nom, qui a réitéré à la face du monde entier que l'évêque de Bafia avait été brutalement assassiné. Ce qui suppose d'abord qu'ils détiennent, eux, à l'église, les éléments probants pouvant attester de cela aujourd'hui. Qu'on ne se laisse pas, qu'on ne nous embarque pas dans ce qui a été dit de la part de la justice aujourd'hui et dont on peut voir déjà qu'on veut nous enfermer dans une conclusion, fût-elle émanant de médecins légistes venant d'Interpol. Pour l'instant, au-delà de cette déclaration, il y a eu une interview de Monseigneur Kleda sur Radio France Internationale et il y a eu le journal L'Effort camerounais de l'Église catholique qui a mis à sa une récemment également l'assassinat de Monseigneur Bala. Donc, à ce niveau-là, on est à peu près sûr qu'ils détiennent les éléments qui peuvent nous dire toute la vérité. Puisque l'inhumation aujourd'hui qui est à l'ordre du jour de l'évêque qui a été tué dans ces circonstances scabreuses et malheureuses ne peut pas intervenir si l'on n'a pas toute la vérité. Et d'après nos informations, le pape François lui-même, qui est le chef de l'État du Vatican, aurait bel et bien demandé à ce que toute la lumière soit faite avant toute forme d'inhumation. Autour de ce cas-là, à la suite de quelques autres cas, trop c'est trop, il va pourtant falloir que ce type de choses s'arrête dans notre nation. Merci beaucoup, c'était le Zénith. Merci d'avoir été là encore. Excellente suite des programmes sur Equinox. Ne manquez pas ce soir l'émission Regard Social qui a un sujet assez intéressant. Je ne vous en dis pas plus. À partir de 20h30 autour de Eric Kwamo et tous ses invités spécialistes. C'est sur Equinox Télévision.